just wanna get it on tonight. I can't stop now, my game is tight. No one can hold me down. Unstoppable. Everybody, come on. I'm flying high. Put 'em up, put 'em up. So incredible. It's the incredible. Can't reach the sky. Put your hands up. We'll never win. Yo, how you gonna win? Never try. Put 'em up, put 'em Be up. unstoppable. Everybody, come on. Can't reach the sky. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la première fois que vous avez entendu parler de LeBron James. Et aujourd'hui, je reçois quelqu'un que je connais très bien, avec qui on a beaucoup discuté de l'époque de l'écho des parquets. C'est Martin, dit sur Twitter Arbre Mojo, que j'espère pour vous, que vous avez connu du temps de la première vague du Twitter FR, parce qu'il en a fait partie. Il était le titulaire du compte de Houston. Les Houston Rockets, c'était un peu lui, notre sentinelle pour Houston. C'est Martin. Comment tu vas, Martin? Salut à tous, salut Nico, merci pour l'invitation. Ça va très bien, merci. Et toi? Bah, tout à fait bien, toujours bien quand on vient un peu parler de notre passé et puis un peu nos souvenirs comme on va le faire là. Très content de te retrouver parce que du coup, effectivement, Pareil. ça faisait un petit moment que forcément on n'avait pas discuté parce que entre l'écho des parquets, toi qui as aussi pris un peu qui là pour l'instant, on peut le dire, tu ne tiens plus de compte NBA Twitter, hein, c'est ça Non, de toute façon, globalement, après, j'avais déjà pris, ça fait assez longtemps que j'avais pris un Mm. peu de recul. Je crois qu'en 2015-2016, j'avais été rejoint par Fabien sur le compte qui avait Ouais. pris le lead un moment jusque fin 2019 et après fin 2020, j'ai lâché totalement le compte, Fabien aussi. Maintenant, donc voilà, maintenant c'est des plus jeunes qui s'en occupent pour C'est la ça. nouvelle génération. C'est ça. Et ouais, donc tu faisais partie de la première vague de comptes Twitter. Donc les premiers comptes Twitter, alors t'étais pas le premier compte Twitter d'une franchise NBA, mais t'étais dans t'étais la première pour Houston. Et le premier, c'est vraiment cette vague qui était un peu simultanée, quoi. Tout le monde a un peu lancé ça en même temps. Donc c'était vraiment les premiers pas du basket Twitter FR, quoi. C'est ça, c'était déjà à l'époque, on était plusieurs, bon, on était des comptes sur nos comptes personnels, on se connaissait un peu tous, et puis il y avait notamment le compte des Celtics qui était déjà présent avec des amis à nous qu'on connaissait personnellement, Max et Léo notamment. Et je me souviens que c'était du coup en 2012, fin 2012, que mon pote Camille, donc le Snipe sur Twitter, Hmm. et Quentin Guéguin, qui est connu peut-être par les fans de foot et les fans de Brest, Hmm. avaient créé leur compte Pacers FR, eux, justement. Et moi, j'avais dit à Camille, ah bah tiens, c'est bien, maintenant tu vas pouvoir arrêter de nous emmerder à parler des Pacers sur ton compte principal. Et il m'avait dit, tu devrais faire la même pour les Rockets. Et je lui ai dit, bon point. J'ai créé le compte des Rockets et très vite, ça en fait c'est une sorte de mode. Je sais qu'il y a Sébastien, vite rejoint par Lucas, qui avait fait les Suns. T'avais eu Togi sur les Warriors, les Cavs avec Avec Amir, ouais. Miami avec ouais, Umi. Amir et c'est ça, Miami avec Yumi, tout ça, tout le monde, tous les comptes avaient été créés en fait dans les semaines qui avaient venu. Et puis après, on a eu cette espèce d'écosystème avec les comptes des équipes un peu partout pour toutes Hmm. les équipes qui sont arrivées assez vite. Ouais, ça se maintient. Alors, c'est plus les mêmes personnes, mais il y a toujours cette idée-là d'avoir un espèce de représentant français sur Twitter d'une franchise qui un peu file les infos, les analyses, tout ça. Et c'est un truc très très cool, c'est vraiment une très bonne initiative que vous avez eue. Et ça, du coup, c'était 2012, hein, c'est ça? Ouais, c'était ça, c'est l'hiver 2012. Je me souviens de décembre 2012. Je suis quasiment sûr du mois. Bon, je peux pas donner la date précise, Non, mais mais ça y est. d'accord, je peux te dire que le premier match que j'avais live tweeté avec le compte, c'était contre le Jazz. C'était un Rockets Jazz. Ah, ouais, ouais. Victoire, tu te souviens? J'espère. Surtout le Jazz, il y a une petite rivalité quand même entre les. Bah, ouais, ouais, ouais. Ah, mais c'était vraiment des bons moments. Et du coup, là, en ce moment, alors, moi, je te vois surtout tweeter sur du cyclisme. Ouais. Bon, après, j'ai toujours beaucoup parlé de cyclisme, Oui. hein. C'était mes deux trucs, cyclisme et le basket. Mais c'est vrai que le basket et la NBA, en règle générale, j'ai pris du recul. Il faut aussi dire que quand t'es plus étudiant, Ah oui. c'est plus compliqué de rester la nuit Mm. pour regarder les matchs. Donc je suis toujours les Rockets pas mal, hein.
J'ai des avis sur l'effectif, hein. Je m'inquiète des fois, je m'inquiète du manque de garde peut-être dans l'effectif et je me demande comment ça va se passer. J'essaie de regarder si Dorian Finney-Smith peut dépanner en poste 2. Donc je perds mon temps des fois quand même beaucoup à réfléchir aux Rockets, mais je regarde beaucoup moins de matchs. Je dois regarder peut-être une dizaine de matchs à l'année. Peut-être essayer de regarder même en playoff. Si je regarde Hmm. la moitié des matchs, c'est déjà bien, quoi. Oui, t'as toujours un œil dessus de toute Et manière et l'esprit aussi. c'est ça. Et après, par contre, pour les autres équipes, je connais moins. Je suis beaucoup Hmm. moins les transferts et les bons joueurs qu'il y a 10 ans, quoi. Bon, t'es au courant pour Kevin Durant, c'est le principal. Ça va, ouais, ça va. Bah, comme je t'ai dit, les Rockets, ça va, j'arrive à Ouais. suivre encore. Donc, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Donc, je vais rappeler le principe un peu de ce podcast. C'est comme vous le savez peut-être, je me suis amusé à sortir un livre sur LeBron James, mais c'est un livre un peu particulier où je c'est de simuler la découverte en direct de ce joueur via la presse pardon, américaine. Donc un peu le découvrir comme tout le monde l'a découvert. Donc c'est un peu ça le concept du livre. Et un peu pour poursuivre ce truc un peu marrant d'aller dans nos souvenirs dans le passé, bah, je demande à plusieurs de gens comme toi, hein, de nos amis du basket, un peu comment eux ils ont vu apparaître dans leur vie LeBron James et surtout quelle perception ils avaient parce que chacun a sa propre perception, positive, négative, étrange, proche de la réalité, pas proche de la réalité. C'est toujours très très marrant, surtout que c'est souvent avec nos yeux d'enfant ou de jeunes adultes ou de trucs comme ça. Ouais. Donc c'est toujours un peu marrant et chacun a une histoire particulière. Donc là on va entendre ton histoire. Mais avant ça, pour qu'on puisse comprendre dans quel contexte toi tu le découvres, on a besoin de savoir comment toi Martin, tu découvres le basket et plus particulièrement la NBA et voire même, bon, t'as expliqué comment tu en arrives à avoir le compte Twitter, mais même comment tu en deviens quelqu'un qui s'y intéresse de façon assez assidue, quoi. Donc, et ton premier contact avec le basket. En premier contact avec le basket, bon, le tout premier, je saurais pas trop dire, mais je me souviens des Chicago Bulls quand j'avais 5-6 ans, Hmm. les grands Bulls de Jordan, quoi. La première image que t'as, Mais c'est quoi? c'est les Bulls, enfin, Ah, c'est d'entendre parler des Bulls de Jordan. Je pense qu'on est sur la fin on doit être 98, le dernier titre. ouais. Donc ça doit être ça, mais c'est vraiment de loin, quoi. Je savais qu'il y avait une équipe de basket, c'était les meilleurs au monde et ils s'appelaient les Chicago Bulls. D'accord, ouais. C'est C'est même à peu pas. près tout ce que je retenais, quoi. Ouais, tu te souviens même pas que c'était à la télé ou des gens qui parlaient. Tu avais Non, ce je pense savoir, que ça quoi. devait être tout le sport qui faisait, Hmm. en Ah oui. regardant tout le sport qui faisait, qui racontait l'histoire, enfin le titre, probablement leur Hmm. dernier titre. Tout le sport Voilà. qui était une émission de France 3, je crois, de Ça sport existe qui faisait plus? ça, Non, je crois pas que je sais pas, mais comme c'est possible. Ouais, c'était 5 minutes hmm, juste avant 20 heures, quoi. 5 ouais, c'est minutes qui ça. résumaient l'actualité sportive de la journée. D'accord. Et voilà. Et après, le premier vrai où je vais m'intéresser au basket, bah, Hmm, du coup, ça va être par les jeux vidéo NBA Live hmm. 2004. Oh, Donc 2004, sauf que moi, du coup, je vais l'avoir qui sort en 2003, mais moi, je l'ai eu en 2004. ouais. Donc au moment de la reprise de la saison 2004, parce que ça arrive quasiment au même moment que le Malice at the Palace, au Palace. Et donc c'est la première grosse actualité basket dont j'entends vraiment parler en connaissant les joueurs, en l'ayant déjà vu. C'est vraiment le Malice at the Palace. Donc Hmm. moi en plus j'achète le jeu NBA Live du coup 2004. Bon, donc qui est sur la saison 2003-2004. Attends, qu'est-ce qui te fait acheter Ça je sais pas, j'imagine qu'il devait être à 10 euros à Cash Converter. D'accord, parce que tu n'avais pas vraiment de lien avec le basket d'ici là, Voilà. à Après, partir de moi, là. j'ai toujours beaucoup consommé les jeux de sport. Ok. J'étais toujours pour jouer avec les copains en un contre un, quoi. Et du coup, ouais, je vais acheter. Donc, j'ai cette première image aussi de Malice at the Palace qui va être importante parce que, du coup, bon, moi, à l'époque, j'ai 11-12 ans. Hein, c'est pas quelque chose qui repousse quand t'as 11-12 ans de voir une bagarre générale. Oui, Malheureusement, c'est plus un peu, c'est voilà. même l'inverse, oui, je suis d'accord avec toi. C'est assez. Mais
Mais du coup, aussi, ce que je fais, ce que j'ai tendance à beaucoup faire, moi, quand je m'intéresse à une nouvelle, à un nouveau truc, c'est lire énormément dessus, chercher à avoir une culture, alors exhaustive, c'est impossible, mais Hmm. plus importante possible sur un sujet, quand un sujet va me passionner. Et donc moi, je suis parti très vite à lire beaucoup de trucs. Alors je sais plus si c'était mon cousin ou quelqu'un, en tout cas, qui avait une collection de vieux, de 5 majeurs qui Ah dataient oui, justement de 2003-2004, que j'avais tout lu, avec notamment bah, justement le titre des Pistons face aux Lakers. Et c'est toute cette période, justement, c'est le moment où LeBron James vient d'arriver en NBA, où hmm. l'élu est arrivé dans la grande ligue. Donc je découvre un peu ça surtout en relisant des articles de 5 majeurs. Je pense que c'est principalement ça à l'époque. À l'époque, sur Internet, c'est compliqué Ouais. de suivre, d'avoir vraiment des actus. Donc pour les actus, ça va être principalement même les résultats des matchs. C'est l'équipe qui va te donner les résultats, pas des matchs de la nuit précédente, mais ceux de la nuit de l'avant-veille. Oui, encore avant, ouais. Parce que bon, les matchs sont pas terminés au moment de l'impression Hmm. pour la journée. Donc au début, ouais, je vais surtout suivre comme ça parce que j'avais pas non plus Infosport ou les chaînes qui pouvaient de sport en direct. Donc c'est en suivant sur les résultats sur l'équipe et en achetant les 5 majeurs. Et un dernier média qui permet de suivre le basket en 2004-2005 quand Internet n'est pas truc, c'est le Tipeee Show. Oh là là. Et c'est marrant, mais c'est bête à dire, mais sur des médias gratuits que tu pouvais avoir à cette époque-là, c'est la seule émission qui va parler de NBA Mais raconte un peu ce et que c'est pour basée ceux qui aussi. savent pas. Donc le Tipeee Show, c'était Tony Parker au moment où il commence à être vraiment bah, un des meilleurs meneurs de la ligue. Il est starter chez les Spurs qui joue le titre quasiment tous les ans à ce moment-là. Et donc il y a une émission sur RMC. Donc je Hmm. me souviens plus c'est quel jour, une émission hebdomadaire toutes les semaines. Avec donc il y a lui, il y a des présentateurs RMC, je me souviens même plus c'est qui. Je crois qu'il y a Cut Killer qui est là, Oui, c'est vrai. si je me souviens bien, toutes les semaines, qui fait les jiggles mais qui discute aussi. Donc il parle un peu de tout. Il parle bon, principalement des passions du basket, de la carrière NBA de Tony Parker du coup, et mais aussi de leur passion. Enfin, c'est une émission de débat centrée autour du sport comme on les connaît. Mais c'était la seule émission qui parlait vraiment de NBA sur un média gratuit à l'époque. Et du coup, je veux bien revenir sur The Malice at the Palace, qui donc, Ouais, pour ceux qui n'ont pas, qui voient pas à quoi on se réfère, c'est un gros monde de l'NBA, parce que c'est une espèce d'énorme bagarre entre les joueurs et des spectateurs. C'était les Pacers contre contre les Détroit, Pistons, contre les ouais. Pistons du coup. La finale, du coup, c'était la finale de conf Est l'année précédente. Oui, voilà, donc grosse rivalité, enfin voilà, grosse rivalité, et ça part avec des joueurs suspendus très longtemps, des vrais coups de poing, enfin des vrais trucs. Et qui sont un peu marquants. Et du coup, alors, toi, t'en as entendu ça, enfin, tu dis que c'est un peu concomitant avec ta découverte, donc tu viens d'acquérir NBA Live 2004, qui, dont en France avait la couverture, c'était Tony Parker d'ailleurs. Ouais, En France, hein, c'est parce que ça. Ouais, c'est ça. C'était ouais. moi je suis là, parce que Vince Carter sur la couverture inter et nous en France on avait Tony Parker. c'est ça. Et Bon, je sais qu'en Espagne ils avaient Gasol, non? non Navarro? un joueur Raoul, non, un joueur qui a joué genre 3 saisons NBA. Euh, Euh, Garbarossa, non? Non, ça serait non, bizarre. c'est Ah, Raúl Lopez? Raoul Lopez Ah oui, exactement. Voilà. oui, oui. Bon, on a eu quand même d'un point de vue carrière NBA, je pense que Oui, Tipeee est au-dessus. je pense qu'il gagne, ouais, je pense qu'il gagne. Mais alors du coup, ouais, tu joues à NBA Live, ça te plaît. C'est là que tu C'est commences ça. à prendre plaisir à l'univers, mais est-ce que c'est la bagarre qui te fait te dire, ah wow, c'est quoi ce monde? Faut que je m'y intéresse à fond. Pas spécialement. C'est la bagarre, c'est plus un truc que j'ai vu sur le chemin, enfin que j'ai vu à la télé déjà. C'est la première fois que j'ai vu, je crois, parler peut-être de NBA Hmm. au journal de 20h. Ah oui, oui.
truc, parce que ça en parlait, ça avait vraiment marqué, hein, pour les Ouais. plus jeunes qui connaîtraient pas l'histoire. Ça part vraiment en bagarre générale avec Ron Artest qui va monter dans les tribunes pour aller tabasser assez méchamment un spectateur qui lui avait lancé un verre de bière. Bon, pour la petite histoire, il s'est trompé de spectateur, il a tabassé le mauvais d'ailleurs, parce qu'il a posé d'autres problèmes. C'est ennuyeux, effectivement. Non, mais il y avait Jermaine O'Neal qui a mis une Mais énorme droite à un spectateur c'est lui ça. aussi. Et je veux dire, Ron Artest et Jermaine O'Neal, enfin, c'est des basketteurs, quoi. Enfin, Ron C'est ça, Artest, bah tu vas avoir Ron Artest, Jermaine O'Neal et Stephen Jackson. Donc tu as cette équipe des Pacers qui avait perdu en finale de conf contre les Pistons qui sont allés gagner le titre derrière face aux Lakers Dream Team qui avait un peu implosé. Shaq, Kobe, Malone et Peyton notamment, hmm, Rick Fox aussi. Et donc derrière, tu as ces Pacers revanchards qui arrivent avec une armada, entre guillemets, pour la dernière en plus de Reggie Miller, qui hmm. sont vraiment super motivés pour le titre, qui excellents dans ce début de saison, qui vont dominer à Détroit justement les champions en titre assez facilement. Et à la fin du match, sur une faute bête, je crois que ça passe d'une faute bête de Ben Wallace ou truc un peu provoqué parce qu'il y avait de la tension. T'as un début de bagarre, ça s'arrête, Ron Artest, on le sépare, il va s'allonger sur la table de scores pour se calmer, et là il reçoit une bière, Hmm. et tout part en couille derrière. Ça a quelque chose qui va quand même beaucoup changer aussi l'image de la NBA Oui. dans les premières années, parce que moi, comme je découvre aussi à ce moment-là, tu vas voir tout ce qui va être implémenté en réaction. Donc on va voir le dress code, des trucs, parce que justement David Stern va beaucoup vouloir se éloigner la NBA de cette image culture hip-hop, culture street qui va être associée peut-être probablement à tort À la violence, avec quoi. cette bagarre, à la violence. Hmm. Et du coup, on va imposer le dress code, on va imposer. C'est le moment où on chercher à lisser justement Ouais. l'image de la NBA et l'image des joueurs. Et pour encore revenir sur à LeBron James, c'est aussi peut-être là où il va être imposé comme l'homme à mettre en avant aussi, parce qu'il a peut-être une image plus lisse que d'autres stars que pouvait l'être Kobe ou qui Oh, sortait aussi de ses problèmes de judiciaires à ce moment-là. oui, tout à fait. Et puis, enfin, l'étiquette nouveau Jordan ou un truc comme ça, c'est vendeur aussi, quoi. Il y avait aussi ce machin-là. C'est ça. Et toi, t'as quel âge là, à ce moment-là? Alors si on part, donc 2004, je dois avoir 12 ans. 12 Ouais, ans, ce ouais. qui est l'âge assez classique, c'est un âge assez classique de ce moment-là où on se trouve des grosses passions, quoi. Donc et du coup, toi, c'est d'une passion. Enfin, pour tout sujet, tu as tendance à beaucoup te renseigner. Est-ce que là, tu es déjà au stade de la passion, comme t'es pas encore? Assez vite, ouais, c'est comme je te disais, moi, c'est quand un sujet va commencer à me passionner, vraiment m'intéresser, Hmm. je vais partir très vite sur beaucoup lire beaucoup de médias, donc d'articles, de trucs, même aujourd'hui, lire des pages Wikipédia, Ouais, ça arrive. Et donc là, ouais, c'est très vite au moment du coup, après où j'ai le jeu, je commence à regarder un peu les effectifs, je vois que les effectifs ont changé, donc je commence à faire mes changements de joueurs pour... pour garder les mêmes effectifs dans le jeu et dans la ouais. vraie vie. Oui, on a tous fait ça, ouais. Et, Parce qu'on peut pas racheter, on peut pas racheter chaque année ah, c'est le ça, ouais. jeu, quoi. Quand t'as 12 ans, tu peux pas mettre Non. les 10 balles. Oui, puis tes parents vont dire, bah, tu vas racheter le même, mais c'est le Ah même, ouais, quoi, entre 2004 et 2005. Les parents ils disent, bah non, t'as non, 2004, il va très bien. c'est ça. Voilà, mais comme j'avais en plus celui de l'année précédente, donc fallait déjà Oui, c'est vrai. passer. Et oui, puis t'as eu un peu cette chance-là d'avoir un cousin qui aime beaucoup lui-même la basket et qui avait déjà une petite collection de magazines dans lequel t'as pu plonger comme un fou. Ça, c'est un petit rêve de préado, quoi. Ouais, ouais, non, mais c'est clair que moi, comme je t'ai dit, les 5 majeurs, j'en ai lu énormément. Ça aussi, je pense que ça a façonné l'image que j'ai de la NBA, justement, de cette période 2003 jusqu'à, j'ai envie de dire, 2005-2006. Parce qu'après, là, c'est là où je vais découvrir aussi
Internet, des sites sur Internet et des forums sur Internet qui permettent de mieux suivre au jour le jour, même sans pouvoir voir les matchs, mais au moins Hmm. d'avoir directement le lendemain à 8 heures du match, du matin, toutes les stat sheets, les résultats des matchs et des commentaires. Donc ça, c'était au CDI, au collège ou au Ah lycée. oui, oui. Le matin, on allait voir, regarder les résultats des matchs, qui avait gagné, qui avait mis 35 points, Oui, parce que etc. tu avais pas Internet chez toi? Enfin, bon, cette époque-là, Internet, c'était encore... 2004-2005, j'avais Internet, mais pas illimité à Et l'époque. oui, oui, t'avais 20 heures, un C'était truc genre encore, 20 heures, ouais, quoi. ouais, c'était encore la DSL que tu connectais au téléphone, avec le modem qui faisait tous les bruits Ah, merveilleux pour, bruit. pour arriver, ouais. Et oui, du coup, merci le CDI d'avoir donné à mettre à disposition un peu, parce que là, du coup, t'avais un plus Internet illimité, quoi. C'est ça, ouais, t'avais pas la pression, ah, il faut pas que tu restes trop longtemps Hmm. sur le, Oui, puis il fallait pas que sur tes l'ordi. parents passent des coups de fil non plus, parce qu'on pouvait pas faire les deux en même temps. C'est ça, ouais. Ouais, faut appeler, faut que j'appelle Tata, il faut que Ah, c'était dur, c'était dur. décroche, ouais. Et tu disais un peu, c'est que Major a un peu façonné ta première perception de la NBA. Alors, c'est pas facile comme question, mais du coup, comment tu qualifierais cette perception? Quel est un peu le côté, la vision sec majeur, si on peut dire, et surtout vision quand on a 12 ans, quoi. C'est aussi ce truc-là de, t'as aussi ton regard de jeune adolescent, quoi. Alors, je sais pas si c'est directement la faute de 5 majeurs ou si c'est plus globalement l'époque. Je pense que c'est aussi plus globalement l'époque, Hmm. mais c'est vrai que j'avais une vision qui était quand même assez, pas individualiste, mais assez basée sur les individualités de la Ouais. NBA. Après, bah, t'es en 2004-2005, les plus grosses stars, c'est Kobe Bryant, Allen Iverson, Tracy McGrady. Euh, on parlait, je sais pas si t'avais des collectifs, t'avais les Spurs, bien évidemment, avec Duncan, Parker et Ginobili, etc. T'avais les Pistons, bien évidemment, qui étaient l'image du collectif, de l'équipe collective, sans réel superstar Hmm. qui jouait le titre. Mais après, t'avais ouais, même les Shaq et Wade à Miami, Garnett à Minnesota, tout ça. Donc c'était vraiment généralement des visions assez structurées où tu avais la star Ouais. qui avait beaucoup de ballons et qui va aller jouer beaucoup d'ISO, le lieutenant à côté et le reste qui était surtout des joueurs de rôle défensifs et Hmm. pour jouer dans des systèmes à but de faire briller vraiment la star. C'est aussi un basket qui à l'époque est quand même Ouais. défensif, très défensif justement parce qu'il va être joué bah, sur ses individualités et ce que nous qui sommes habitués aux stats appellerons sur des mauvais shoots, on va Exactement. dire, Ah, mais on est en pleine dans très cette souvent. période-là de Et, post-Jordan, Kobe et même Iverson, où il y a un peu ce machin de ah, en fait finalement, la recette pour gagner des titres, c'est d'avoir un énorme scoreur instoppable, mais que du coup, qu'est-ce qui se passe en face? En face, tu construis une défense, quoi. c'est ça, bah tu vois, généralement c'était le one two punch, l'extérieur qui jouait le un contre un et l'intérieur qui pouvait jouer ses un contre un mais qui aussi allait chercher les rebonds offensifs et trucs. Donc idéalement c'était bah Kobe Shaq aux Lakers, puis après Wade Shaq au Heat, qui était l'attaque ultime pour cette époque entre guillemets quoi Mm. sur le papier vraiment un extérieur dominant et un intérieur dominant qui prenait 90% des possessions offensives et après les autres joueurs qui se débrouillaient à tourner autour et à mettre des shoots dans le corner. Ouais, t'avais même ça un peu avec San Antonio, avec Tim Duncan en intérieur star, et un peu en Tony Parker derrière, même s'il n'y avait pas que lui. Tony Parker et Ginobili, oui, mais ouais. Mais oui, c'était plus construit autour de Duncan Ouais. aussi. Mais bon, ça restait. Et tu sais, ce que tu disais à ce côté un peu starification de la NBA ou individualisation de la NBA, je pense que si la NBA elle-même vendait beaucoup son produit comme ça, avec dans ses spots de pub, enfin ces trucs-là, qui avait quand même la mise en avant des stars, et c'est normal, enfin ça s'entend sur le côté marketing, c'est vrai que ça marche C'est ça, bah mieux qu'une après, franchise. ouais.
Bah après, c'est juste après la période Jordan, Eh oui. qui est la période qui a rapporté à ce moment-là plus d'argent à la NBA, sur laquelle la NBA a été construite. D'abord Magic et Bird dans un premier temps, et Jordan. Donc vraiment Mm. ces starifications, ces hommes qui vont dépasser entre guillemets le basket. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qu'on va avoir dans cette période avec des garçons comme Kobe ou LeBron qui deviennent presque plus grands que le basket et qu'on va peut-être avoir un peu moins par la suite parce que aussi excellents peuvent être des Jokic ou des Antetokounmpo, Gilgeous Alexander aujourd'hui. T'as pas cette impression qu'ils sont aussi connus, aussi starifiés dans le grand public, dans les yeux du grand public que pouvait l'être LeBron ou Kobe il y a 20 ans, ou Iverson il y a 20 ans, quoi. Oui, bah je pense, bon, là on fait un peu de l'analyse de comptoir, mais le, la NBA Jordan et un peu post-Jordan a bénéficié aussi de l'essor de la médiatisation, aussi et le côté un peu plus marketing calculé, avec notamment la télévision qui a pris un essor extrêmement important. Et la télévision a aussi cet effet de créer de concentrer l'information sur quelques sujets, donc en l'occurrence pour la NBA sur quelques joueurs. Et Mm. après, pour moi, tu as Internet qui prend le relais. Et, et pour le coup, Internet, ça concentre moins l'information parce que en fait, c'est plein de petits flux d'informations où la télé, ça en est que 4 ou 5 ou 6, voire un seul en sport avec ESPN pour les États-Unis, on pourrait presque dire. Ouais. Et après, comme justement ça part un peu plus dans tous les sens avec Internet, où tout est un peu accessible, tout est un peu machin, bah, tout se noie un peu dans tout, quoi. Donc ça, je pense qu'il y a un peu moins... le projecteur est un peu moins porté sur un seul ou deux joueurs, quoi. Oui, oui, bah, je pense aussi que, comment dire, d'un point de vue, c'est d'un point de vue canal d'information, quand il y a que un ou deux canaux d'information qui vont te parler de la NBA, bah, ils vont parler de ce qui va intéresser le plus grand nombre. Donc des équipes, même d'un point de vue équipe, des équipes qui vont faire le plus parler. Donc c'est les Lakers, les Celtics, les Knicks, enfin Mm. les grandes équipes les plus populaires. Les Spurs à l'époque étaient en France la plus populaire. Je sais pas si elle l'est d'ailleurs encore aujourd'hui peut-être, mais à l'époque c'était clairement les Spurs l'équipe la plus populaire en France. Donc Mm. tu parlais principalement de ces équipes et après tu avais moins de place pour les autres équipes. Alors qu'avec Internet, bah, multiplication de ces canaux d'information. Si tu veux entendre parler des Wolves aujourd'hui, bah, tu vas avoir des très bons comptes qui vont te parler très bien de l'effectif des Wolves, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 20 ans. Même s'il y a 20 ans, bon, 2004, ils font la finale de conférence, mais bon, c'était leur dernière saison avant de s'écrouler. Avant, avant le transfert. Non, Euh, non, en plus que Garnett, il reste encore... parce qu'ils font finale de conférence en 2004 avec oui, c'est vrai, t'as raison, t'as raison. Garnett, Sprewell et Cassell, je crois, dans les Oui, oui, principaux. c'est ça, parce que ouais, la Et c'est Cassel encore qui une était... fois, tu vois, toujours dans cette idée vraiment très hiérarchisée, t'as Garnett en haut, Sprewell en lieutenant et Cassell qui était même plus le vétéran, mais qui était la main connue. Mais c'est les trois noms que tu retiens, Mm. tout ça de cette équipe qui a quand même fait une finale de conf, donc Ouais, c'était pas des avec, clowns derrière. avec Olo Candy en pivot, je crois, ce qui est un peu un exploit. Là-dessus, je t'avoue que je m'en souviens plus. Et puis pour rester un peu sur cette histoire de flux d'informations, ce qu'on vient de dire, ça marche aussi avec les magazines et la presse papier, puisque le nombre de pages est aussi limité. Donc tu peux pas faire tout. Alors que sur Internet, comme tu disais, euh, tu trouveras des articles sur tout et n'importe quoi, parce que tu as la place que ça C'est existe. ça. C'est ça, bah après c'était pour revenir sur le premier sujet qu'on avait abordé, mais qu'on avait créé ces comptes, Mm. les comptes par équipe, c'était aussi le but, c'était de que chaque équipe et que chaque personne qui chercherait des informations sur une équipe précise puisse avoir des bons comptes, des bonnes informations sur toutes les équipes, parce que même à cette époque-là, on voyait déjà que les principaux médias internet de Mm. l'époque se concentraient sur les principales équipes et on s'était vachement inspiré. Je sais pas si tu connais de Hors-jeu, le site qui parle de foot. Un peu, mais très Et vaguement. ouais, bah, l'idée, c'est aussi que tous les articles, alors je sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, c'était des rapports de match, mais écrits par les fans d'une équipe. Donc, Mm. un fan va écrire tous les rapports de match de son équipe,
mais en se concentrant sur son équipe. Et donc, Ouais, un expert de la question presque, on pourrait dire. voilà, tu segmentarises un peu par équipe et tu cherches moins aussi à avoir des personnes qui vont regarder tous les matchs parce que bah, si tu vas regarder tous les matchs, forcément, tu vas avoir moins de temps à étudier une équipe ou une dizaine de joueurs en particulier et à te concentrer dessus, quoi. Oui, et puis t'as ce truc, et ça c'est très visible avec les comptes Twitter, de le petit détail, le 12e joueur, le petit truc, la petite breaking news, enfin qui est même Oui, pas voilà. breaking en fait. Et ça c'est marrant, et c'est vrai que c'est très très moderne, enfin c'est très très époque Twitter, et après c'est poursuivi là. Ce côté, la moindre petite info est une info, et elle est intéressante quoi, et c'est normal, c'était C'est assez marrant. intéressant. Et puis aussi, ouais, essayer de chercher à s'attacher à l'effectif en général et voilà, les joueurs de bout de banc, comme tu disais, qui deviennent des chouchous ou au contraire des souffres-douleurs Ouais, oui, 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 ah dans oui. la réaction selon quand ils jouent. T'as envie de les voir jouer plus ou moins. T'as un nom comme ça d'un joueur un peu random, très positif ou très négatif. Si t'en as deux, c'est parfait. Enfin, un pour un et un pour l'autre. De quoi là, ce joueur vraiment très anodin, mais qui, toi, en tant que suiveur assidu des Rockets, tu disais, mais lui, vous l'aimez pas assez, ou alors lui, quand est-ce qu'il s'en va, quoi. Ah, sur le premier, je pense que, je sais pas si tu te souviens, mais quand même mon joueur préféré, ça restera toujours Chuck Hayes, Mais oui, bien sûr. évidemment. Donc, moi, je pense que s'il y a des plutôt jeunes, peut-être qui ne se souviendront pas de Chuck Hayes, mais Chuck Hayes, donc c'était un pivot d'1 m 97 Mhm. et qui était bon, un candidat très sérieux, qui aurait dû d'ailleurs mériter une seconde defensive team au moins à un moment dans sa carrière. Je crois qu'il est passé plusieurs fois à côté, mais qui était l'un des meilleurs en fait candidats de un défenseur de 1 contre 1 au poste au monde, malgré le fait qu'il faisait moins de 2 Mhm. mètres et qu'il défendait sur des mecs qui lui rendaient 20 centimètres la plupart du temps. Ouais, Donc ouais. c'était un joueur non drafté qui enchaînait les petits contrats avec Houston jusqu'à 2000, en fait en 2009, non, en 2008. Les demi de conf, c'est 2008 ou 2009? Non, c'est 2009, où Houston va aller en demi de conférence avec Tracy McGrady qui est blessé. Bon, tout le reste, ils arrivent en playoff sans Tracy McGrady. Et pendant le premier tour, Dikembe Mutombo, euh, repose en paix, mais Dikembe Mutombo, qui était le pivot remplaçant, se blesse. Et au second tour contre les Lakers, Yao Ming se casse au game 2. On casse le Yao alors qu'on avait gagné le premier match à Mhm. Los Angeles. Et du coup, bah, Chuck Hayes se retrouve propulsé dans le 5. Et au final, il l'a pas quitté pendant 2 ans et demi. À part le moment où Yao a essayé de faire son retour pour 5 matchs. Mhm. Malheureusement, bon, il s'est recassé l'autre jambe après 5 matchs et c'était Ouais. fini. Et du coup, pendant 2 ans et demi, tu te retrouves avec Chuck Hayes, qui est ton pivot titulaire, un mec d'1 m 98, mais qui garde tout, qui devient glorieux, qui devient le chouchou de tous les fans à ce moment-là, je Ah ouais, c'est pense. un héros de shonen. Ah ouais, bien sûr. Et tu vas voir, ouais. Et puis en plus, c'est cette équipe qui, au final, va être ma préférée de l'histoire des Rockets. Mhm. La période 2009-2012, pré-Harden, justement, Mhm. qui est une équipe bah, qui va jamais aller en playoff pendant 3 années consécutives avec un bilan positif, mais qui n'est pas en playoff. Toujours à 42 ou 43 victoires, en changeant avec une tonne de héros populaires qui ont pareil, qui ont eu leur meilleure période, d'autres qui vont avoir une période dessus. Donc tu as Luis Scola, Karl Landry qui va partir, Kevin Oui, Martin, Aaron Aaron Brooks Brooks. Ouais, qui va ouais. être Most Improved Player puis qui va se blesser l'année suivante. Shane Battier qui va avoir le droit de partir après pour jouer les premiers plans et qui est toujours ce monstre. Et puis Kyle Lowry aussi qui va exploser Oui, c'est vrai. avant de partir. Alors Kyle Lowry, lui, c'est drôle parce que il se Aaron Brooks, du coup, l'année d'après MVP, se blesse et est tradé contre Goran Dragic et un premier choix de draft. Donc c'est quand même une belle arnaque. Oui, C'est le premier choix de draft, ils viennent pour nous.
Derrière, en fait, Kyle Lowry va jouer à un niveau quasi All-Star à ce moment-là, mais il va se blesser. Goran Dragic va arriver, va à son tour jouer à un niveau quasi All-Star, puis il va se blesser au moment où Kyle Lowry revient. Donc pendant 1 an et demi, les deux ils vont s'enchaîner sans jamais jouer quasiment ensemble, mais chaque vont être excellents. Et tu arrives à cette intersaison où les deux, où tu as ce problème des deux meneurs et tu le gères tellement bien qu'au final, les deux, tu te retrouves sans aucun meneur à la fin de l'intersaison. C'est un problème de riche qui devient un problème de pauvre, quoi. C'est ça, parce que alors je crois que tu trades d'abord Kyle Lowry contre Omer Ashik et un premier choix de draft. Mhm. Et après, Goran Dragic, au final, les Suns finissent par le, lui proposer un contrat. Houston ne s'aligne pas, jugeant que c'est trop fort. Et après, du coup, on récupère Jeremy Lin post-Linsanity avec cette Poison Pill. Je suis sûr que ça va rappeler des souvenirs à Ouais. des gens. La fameuse Poison Pill qui empêche les Knicks de garder Jeremy Lin et qui a créé des émeutes autour du Madison Square Garden. Jérémy Lin qui vient juste de prendre sa retraite. Ouais, Aujourd'hui, alors vous verrez quand vous écouterez le podcast, mais aujourd'hui, là, il vient juste de prendre sa retraite. ah ouais, il a annoncé. Ah, bah, j'ai l'impression qu'il était. Alors, ça fait un moment qu'on Il avait n'entendait plus pris parler de lui. quelques mois, j'avais déjà entendu. Bon, Ok, on moi s- j'ai vu un truc là aujourd'hui, donc peut-être qu'il y a un décalage, ouais, mais non, je vois là, il y a des. Ouais, effectivement, j'ai tapé du coup sur Google. Il a annoncé officiellement il y a 6 heures. ah ouais, voilà, comme quoi tout se rejoint. Mais oui, cette période-là enfin ce contrat-là innovant, mais qui a jamais trop été repris, mais juste pour être très Ouais. rapidement, Jeremy Lin, en plus, ce truc-là qui devient une légende new-yorkaise en quelques mois, parce qu'il sort de nulle part et il met des cartons. Bon, après, il est redescendu sur Terre, mais entre-temps, il y a eu ce qu'on appelait la Linsanity, donc c'est-à-dire tout le monde, c'est vraiment. Il y a une énorme effervescence autour de lui en disant ça y est, on a de nouvelles stars à mettre à côté de Carmelo Anthony. Et finalement, bon, après, il est un peu redescendu sur Terre, mais du coup, ça reste un très bon joueur que beaucoup de gens en veulent, et il est en fin de contrat. Et donc, c'est le contrat avec une qualifying offer, quoi. C'est-à-dire que la franchise qui a le joueur peut le conserver en donnant le même contrat qu'une autre équipe lui propose. Sauf que là, Houston a été malin. Ils ont dit, bah écoute, on va signer un contrat très bizarre à Jeremy Lin, où ses 2 premières années à un prix normal, mais la troisième année, un contrat bien plus élevé que celui qu'on s'attendrait. Du coup, New York dit, ouah, ça fait un peu cher quand même, donc non, je vais pas m'aligner. Et du coup, Houston là, avec ce truc-là de pendant 2 ans c'est ok, mais la troisième année c'est pas bon. Mais le Alors, calcul c'était aussi, enfin, c'est un jeu, je ouais. finis. Le calcul c'était juste, c'était bon déjà d'avoir le joueur plutôt que de pas l'avoir. Et aussi en se disant, mais oui, mais un gros contrat en dernière année c'est bien parce que tu peux l'échanger, comme il dure qu'un an, c'est pas très grave, et tu peux l'échanger contre des équipes qui veulent un peu dégraisser ou des trucs comme ça pour avoir des choix Alors, de draft ou des trucs comme ça. Vas-y, vas-y. ouais. Alors, c'est pas exactement le cas. C'était pourquoi ça a été jamais revu après? Parce qu'en fait, c'était un problème du collective agreement. C'était une erreur. Hmm. C'était qu'en fait, t'alignais, donc tu mettais le salaire, donc de tête c'était 5-5-15, Ouais, donc ce que c'était j'avais aussi, ouais. 25 millions sur 3 ans. Donc Houston payait ce salaire en 5-5-15. Si les Knicks s'alignaient, bah, ils avaient ce salaire en 5-5-15, mais sur leur masse salariale, du coup ça comptait en 5-5-15, alors qu'à Houston, une fois signé, ça leur compterait officiellement d'un point de vue financier. Ils payaient effectivement 5 millions la première année, 5 millions la seconde, 15 la troisième. Mais sur le salary cap, ça comptait 8,3 les 3 années en fait. Ah ouais? Pour Houston, ouais. Et c'était l'avantage. Mais par contre, ça le faisait pas si les Knicks s'alignaient. Et c'était, tu sais, Ah ouais. une petite erreur dans le CBA qui a été résolue l'année suivante. Voilà. D'accord, donc j'avais pas cette subtilité. Mais du coup, ouais, t'avais cette subtilité. Donc du coup, bah, Houston, bon, au final, Houston a tradé avant la dernière année Lin. Donc ils ont bien payé que 10 millions, mais sur leur CBA, ça avait compté, enfin sur leur salary cap, ça avait compté 16 millions 7. Ouais, ça c'était du Daryl Morey, c'est déjà lui hein, à l'époque, c'était un peu, il Ouais, avait c'était ses Daryl petites Morey, astuces. Mais c'est c'était marrant super. ce genre de truc là, quoi. Ouais, ouais, bah c'était pas, c'était pas très fair, mais bah, ça nous a permis d'avoir récupéré Eh, l'île. les règles sont Je, les règles, hein. ouais. Je crois que Ashik, attends, non, Mais je crois que Mercic ça faisait un peu pareil, hein. non, mais ouais, non, mais j'ai dit une bêtise pour Ashik. Oui, c'était ça, Ashik. Non, il a pas été tradé contre Kyle Lowry, du coup. Non, Kylori, on Ashik. peut s'y retrouver vite Kyle fait. Lowry, c'est à Toronto. Alors, il y a du choix de draft qui Il arrive y a du derrière, mais Patterson, non, dans l'histoire?
Je pense pas. Non, non. Patrick Patterson, Parce que les on deux ont l'envoie à fait. Sacramento d'abord, je crois. Je crois Ah, qu'il va peut-être. d'abord à Sacramento avant d'aller Attends, à. attends, j'y vais. Kylori. Euh, Donc là, c'est quand il arrive à Houston, on s'en fout. Transféré par les Houston Rockets Quand au il arrive à Toronto. Houston contre. C'est le trade de Ray Alston. Ouais. Et en fait, non, ce transfert, c'est pas grand-chose. Enfin, c'est juste Gary Forbes que récupère Houston, mais surtout un Le premier premier. choix de draft, Voilà. non protégé, je pense, parce qu'il Et qui va deviendra. être échangé contre. Et qui va partir du coup dans le trade de James Harden. Le Ouais. premier choix de draft. Et ça fera Steven Adams, donc c'était quand même C'est un bon un bon joueur, oui. pick, quoi. Tu vois. Oui, puis de toute façon, c'est un pick qui était important justement dans le trade de James Harden. Ouais. Ah oui, oui, je pense Pour qu'il y était après, pas, tu l'avais c'est pas, quoi. avec. Voilà, t'avais ça, bon, quand même, t'avais Jeremy Lamb qui sortait d'une Summer League monstrueuse, qui Oui. était rookie. T'avais Kevin Martin, du coup, qui était censé remplacer James Harden sur le papier dans ce rôle de sixième homme au Thunder. Mm, Sur le papier, ça matchait très bien. Dans les faits, c'était pas mauvais, mais c'était pas, ça valait pas James Harden, c'est ça. effectivement. Et Kevin Harden était Et un excellent joueur, mais tout ce qu'il faisait de super bien en attaque était un peu abîmé par ce qu'il faisait mal en défense, quoi. c'est ça, ouais. C'était offensivement, c'était vraiment le joueur statistique avancé avant que Ouais. ça devienne truc. C'était que des 3 points et des Et des- attaquer la ligne pour obtenir des fautes. C'était parmi les joueurs qui tiraient le plus de 3 points et qui tiraient le plus de lancers C'est francs, quoi. ça. C'était ce C'est que ça. Avec un et tir très avec bizarre, ouais, mais qui et rentrait. des c'est ça. Euh, Revenons un petit peu sur du coup 2004, alors le moment où tu découvres. Alors du coup ouais, quand tu prends, enfin comment dire, tu découvres la NBA à la fois via le jeu vidéo, à la fois via euh, la bagarre et les magazines de ton cousin. Là, le LeBron James est déjà présent en fait. On est d'accord. Très C'est jeune mais ça. présent. Oui, c'est ça. Bah, il est déjà à ce moment-là, c'est le chosen one, donc l'élu, vraiment le mec qui est le plus hypé depuis on ne sait quand au moment de son arrivée en NBA et qui répond présent, tu vois, qui a répondu présent dès sa saison rookie en Tu te, arrivant à peine 18 ans. Tu te souviens, alors, tu sais, on a tous une première perception de joueur et ça marchait pour tous les joueurs que tu découvrais à ce moment-là, à part peut-être Jordan où tu savais que c'était déjà le. Enfin, il jouait plus à ce moment-là. Ah, quoi que si, il était revenu à Washington. Non, ouais, mais il est reparti en 2003. Il a Ouais, pas, il a pas. Ah non, il a peut-être pas joué contre LeBron James. Je sais plus. Il serait non, je crois pas. Je crois qu'il finit, il prend sa retraite à l'été 2003. peut-être, je Si sais je me plus. souviens bien, ouais. Mais voilà, du coup, est-ce que. Alors, tu sais, du coup, avec les infos qu'on a, on se fait une image des joueurs. Tu te souviens dans ton schéma d'adolescent qui découvre, ta hiérarchie un peu interne que tu te mettais, ou du moins quand tu, sais, tu te dis un peu qui est plus fort que l'autre, t'as un peu voilà, une Ouais. espèce de cartographie des joueurs. Tu te souviens où c'est qu'était le LeBron James? C'était plutôt vraiment dans les stars ou c'était tel que tu le percevais, hein, ou c'était plutôt le jeune espoir que dans 3 ans faut que je surveille de près quoi. Non, je pense que c'était un peu entre les deux, c'est-à-dire qu'il n'était pas encore au niveau des tout meilleurs joueurs au monde, qui à cette époque-là pour moi étaient bah, Kobe, Garnett, Duncan, Shaq, peut-être, mais qu'il y arrivait quoi. Il était déjà dans le top 10 mondial et que tu savais que à moyen terme ça allait devenir le meilleur au monde. Je pense que on doit pas être très loin de comment pouvait être vu Wembanyama peut-être à la fin de l'année dernière, tu vois, il y a un an. Peut-être qu'aujourd'hui, il a peut-être passé encore ce cap et encore, ouais. Mais tu vois où il est, ouais, top 10 mondial déjà, à son âge, très jeune, mais que tu sais que t'es encore au début, quoi. Et ce Ça va être moment-là, dominant. Tu sais que ça arrive, sauf blessure ou catastrophe, que ça va arriver, c'est sûr. ouais. Après, à quel point sera-t-il dominant? Va-t-il devenir le meilleur joueur d'histoire ou juste le meilleur joueur au monde pendant quelques années? Hmm. C'était ça, on pouvait pas encore le savoir, mais je pense que oui, c'était le gros espoir et le nom
qui allait arriver sur le toit du Ouais, monde. il était sur ta carte, ton radar, enfin tout de suite, il n'y avait pas de... Ah, parce que tu sais, quand on est jeune et qu'en plus qu'on a les infos via des canaux un peu restreints, tu peux passer à côté de quelques joueurs comme ça. Là, c'est pas le cas. Là, il était déjà dans les Non, c'est trucs pas le mis cas. en Bah, avant. déjà, enfin, on parlait des 5 majeurs et tout, dès sa saison rookie, je suis sûr qu'il doit être en couverture au moins d'un, voire couverture de plusieurs 5 majeurs. Faudrait regarder les couvertures en 2003-2004, mais bon, Ouais. il en a fait, tu vois, dès sa saison rookie, donc tu sais que c'est une star. En Tu... regardant avec tes œufs de pré-ado, Ouais. et tout ça, ouais, tu le sais. Alors, je fais un petit détour avant de revenir sur James, mais du coup, là, à ce moment-là, je crois comprendre, mais tu me corriges, que tu es comment dire, en boulimie de basket, on va dire, et que, comme nous tous, on est Bah, tous en passés par là. boulimie, en fait, c'est assez dur parce que comme je t'ai dit, il n'y a pas non plus énormément de canaux Ah pour lire. oui, Donc, je lis tout ce que je trouve, entre guillemets, mais je trouve pas non plus de quoi passer 5 heures par jour à lire dessus. oui, je vois. D'accord. Mais et du coup, là, tu commences déjà à avoir des joueurs fétiches ou des équipes fétiches ou du moins un attachement pour un joueur ou l'autre, ou t'es plutôt en là juste je bois la NBA. Non, moi je suis tout de suite, bah, ça va être assez rapidement les Rockets. Pour une raison assez bête, hein, enfin totalement conne et totalement random, mais Comme tout le monde, hein. là c'est que on jouait du coup à NBA Live avec mes potes et qu'il fallait prendre l'équipe. Moi j'avais fait les changements, donc j'avais amené Tracy McGrady qui, attends, quoi que si, il y est déjà ou alors c'est l'année avant. Attends, on va essayer de te Je sais dire plus. Attends, il est ça. tradé en 2004, McGrady, donc ouais non, donc il y est pas encore, il est à Orlando, je pense. 2003-2004, je l'ai fait qui sous les 2003-2004, yeux. il est à Orlando, ouais. Hmm, Donc, c'est là, c'est bah, là où c'est mes années meilleurs marqueurs de la ligue à Orlando. hmm. Et après, il est tradé justement contre Steve Francis et Cuttino Mobley au début de la saison 2004-2005. Ouais. Et mais du coup, moi, j'avais déjà fait ces changements dans les effectifs. Et après, comme j'avais déjà fait les changements dans les effectifs, je jouais avec mes copains. Donc j'avais mon pote qui était fan des Kings à l'époque, qui était une des meilleures équipes du jeu. Ouais. Enfin, une des meilleures équipes au monde aussi. Donc c'est les Kings de De Chris Webber, Weber. Divac. Ça peut-être Divac, je sais plus, mais Stojakovic aussi qui était monstrueux. Hmm. Et voilà, j'ai mon pote qui est fan des Mavericks, donc ça c'est époque Dirk. Alors là ils viennent de trader Nash, mais du coup Dirk, Finlay et il y avait Jason. Non, je sais plus avec qui. Ah, je crois pas, non, t'as Devin Harris. Après, Ref la France. oh là, oui. Non, parce que t'avais l'année précédente, ouais, t'avais au début dans NBA Live 2003-2004, du coup, t'avais encore Steve Nash au début, enfin dans le jeu de base. Ouais. Donc t'avais C'était The 5 qui était monstrueux. Bon, enfin, tout le monde avait un peu son équipe, et moi, du coup, il fallait que je prenne une des meilleures équipes du jeu, et je prends les Rockets pour jouer contre eux, quoi. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé à jouer avec les Rockets. Mais, Et puis, très vite, Tracy McGrady était mon joueur préféré. Quand t'as 12-13 ans, hmm. tu veux le truc. Moi, j'étais pas non plus, je voulais pas suivre ce que la pensée dominante, entre guillemets, pour être fan. Donc tout le monde était fan de Kobe ou d'Iverson. Moi Hmm. j'ai pris le troisième qui était peut-être un peu le reconnu, même s'il avait énormément de fans à cette époque-là, mais c'était les trois meilleurs marqueurs individuels au monde à ce moment-là. Hmm. Et donc voilà, moi Et, j'avais Tracy McGrady et les Rockets. et du coup, là, les Rockets deviennent. Que tu les choisis parce que dans la liste des meilleures équipes, selon la note overall de NBA Live, c'est eux, notamment parce que McGrady arrive, non? C'est un peu. Parce que j'ai fait les trades avec McGrady, Hmm. où j'ai mis McGrady dans l'équipe, donc voilà, t'as McGrady et Yao qui font que ça devient une des top équipes du jeu, quoi. Et là, tu les prends, tu joues, donc ça devient ton équipe, C'est mais ça, tu et puis deviens aussi après, attaché, quoi. c'est ça exactement. Donc après, et puis McGrady, enfin NBA Live 2004, c'est c'est bête, mais t'avais
une façon de jouer avec McGrady où ça marchait toujours, quoi. Quand Ah ouais? tu pénétrais dans la raquette, tu faisais double pas et t'avais une touche double pas, en fait. Ouais. C'était Y sur la manette de Xbox. Et après, tu faisais double pas plus dunk ou layup enchaîné et ça rentrait 100% du fois, donc 100% du temps. Je me souviens même du commentaire. Je me souviens plus c'était qui. Non, c'était pas Votion à l'époque. Eric Bénard Non, peut-être? peut-être. Je me souviens juste du commentaire. Oh, le dunk! Et mon père me disait, ça le rendait fou parce qu'il travaillait à côté, il entendait Hmm. ça 20 fois par match. Ah oui, le Il truc, disait, une putain, fois ça va, 20 fois c'est bon quoi. ça va. Comme tu fais toujours la même animation, il te met toujours le même commentaire. Ah, trop drôle. Mais, Et mais donc, du du coup, coup, t'as vécu un truc cool. euh, Tu te retrouves à devoir faire un choix un peu comme ça sur une équipe, machin. c'est Et ça. dans le jeu, t'as une espèce de validation de ton choix en disant ah mais en fait j'ai trouvé le joueur cheaté, le joueur euh, qui est pas mis en avant mais qui en fait est le meilleur joueur secret ou je sais pas quoi parce qu'il y a cette technique là. Et du coup, t'as une espèce de satisfaction d'avoir mis la main sur ce joueur, sur cette équipe-là, dans ce truc-là, et du coup, ça fait un peu ce côté récompense de du fait que tu as eu du flair, quoi. Dû faire, ouais, bah, je pense. Après, je pense que la technique, elle marche aussi avec Kobe Ah oui, oui. dans le jeu. Mais oui, non, mais ouais, t'as ce truc-là, au moins, t'es pas comme tout le monde, entre guillemets, t'es pas, à l'époque, vraiment Iverson était peut-être encore plus populaire que Kobe Je pense, oui, du à moins. ce moment-là, 2004-2005. Mais voilà, c'est sur les playgrounds, tout le monde a un maillot Kobe ou Iverson et Mhm. McGrady, t'en as, mais c'est plus rare, quoi. Mhm. C'est pas le même genre que tout le monde. T'es un peu différent entre guillemets. Et il revient beaucoup, hein, le maillot de McGrady, hein. Maintenant, je croise plus de gens qui ont le maillot Houston McGrady Ouais, qu'à l'époque où il jouait, quoi. peut-être, ouais. Je pense que ça devient aussi un truc. Mais tu vois, par exemple, le maillot Iverson, je trouve que lui, on le voit moins qu'à l'époque. Oui. Il s'est beaucoup. Oui, bah après, je pense que bon, c'est un peu plus en amont. Et puis, c'est plus. Comme tu disais un peu, même si McGrady reste une grosse star, il reste un peu en retrait en termes de médiatisation. Et même des gens le connaissent un peu moins. Donc, je pense que, tu vois, prendre Iverson, c'est très cool, il y en a plein et c'est bien. Mais ça fait un peu moins. C'est un peu plus classique. Un peu plus, bah oui, t'as pris un maillot bien connu, quoi, un joueur bien connu. C'est ça. McGrady, t'as un peu ce côté un peu plus expert, un peu plus subtil de eh, mais je peux aller un peu plus loin quoi en NBA quoi. Mais c'est pour dire il a marqué beaucoup de jeunes de l'époque Non, mais et je les peux. jeunes qui maintenant ont les sous d'acheter les maillots et ils les Hmm. portent quoi. Non, non, mais bah, c'est clair, ouais, c'était pas le visage de la NBA, contrairement peut-être à d'autres, et du coup, ça le rend un peu plus, comment dire, underground, on va dire. Ouais, à toute proportion gardée, mais c'est Bien sûr, effectivement bah, le. ça reste. Oui. Ça reste aujourd'hui ton joueur préféré encore? Non, bon, je t'ai déjà dit la réponse, c'est Chuck Hayes. Ah, il a passé, d'accord. Et c'est choix d'adulte. Ouais, c'est ça. Bah, c'était vraiment aussi les périodes où je suivais à Oui, oui. fond et c'était le chouchou perso qui a fait un truc où là pour le coup c'est vraiment différent. Moi, j'ai pas encore rencontré d'autres personnes qui ont la même réponse. Ah oui, oui. Et mais non, McGrady ça devient bon, c'est toujours un joueur que j'adore qui a beaucoup de place dans mon cœur, tu vois. Mais c'est le joueur de l'enfance, la star de l'enfance. Mais après c'est pas devenu un peu moins le joueur dont le style de jeu aussi Mhm. va moins me plaire quand je vais commencer à totalement suivre la NBA, où je vais Ouais. devenir aussi un peu un défenseur entre guillemets de peut-être d'un jeu plus optimisé. Oui, Enfin, je vais découvrir quand je vais commencer à vraiment suivre la NBA. Du coup, Daryl Morey est le GM des Rockets, donc je te laisse imaginer quand même la vision du basket que ça va me donner à ce moment-là, quand je vais avoir plutôt 17-18 ans, Mhm. après, justement, où on va chercher à optimiser autour de statistiques et de zones de shoot optimum. Oui, oui, McGrady fait. Alors, c'est aussi le fruit de son époque, hein.
Bah, Euh, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment le basket du milieu des années 2000 hmm. qui va être basé sur les stars, les 1 contre 1 pour les stars, quoi. Et ouais, parce que en termes d'efficacité, c'est pas le genre le plus efficace de l'histoire, mais dans un style très des années 2000, très, très, voilà, c'est presque dur Ouais, de lui reprocher quoi que ce soit. en vrai, il est plutôt efficace pour son époque, mais c'est-à-dire que, tu vois, il tournait à des EFG sur ses meilleures saisons à un peu plus de 50%. Ouais, non, même. Ouais, je viens d'ouvrir la page. Ouais, non, il a Ouais, j'ai fait les yeux moins sous de les yeux, je sais pas. 49. Non, c'est. Ouais, après, Bah, après, c'est pas pire. Iverson doit être pire, je pense. oui, oui, bah après, c'est comme dit, c'est un truc d'évo, et c'est que des tirs difficiles. C'est aussi ce truc-là de le pourcentage. Parce que du coup, en true shooting plus, il y a ces années Orlando, il est au-dessus de la moyenne, mais après, à Houston, il descend un peu. Mais il y a aussi comment dire, un impact positif invisible dans ce genre-là, cette capacité à créer un tir n'importe quand et d'être dangereux tout le temps, ce qui crée quand même du chaos dans la défense. Euh, et des choses, donc c'est pas non plus, voilà, le pourcentage n'est pas aussi représentatif de ce qu'apporte positivement le joueur. Mais c'est vrai qu'on a cette période-là, comme tu dis, Iverson, même Kobe Bryant, tout ça, de. Putain, je viens de regarder le pourcentage d'Iverson. Vas-y, dis-nous un peu. Ah bah, ses meilleures saisons, même sa saison d'MVP, il est à un EFG de. Attends. 42? 44 en EFG. Ouais, tu as le true shooting là, il se MVP. rattrape un peu sur les lancers francs, je pense. Alors, J'espère pour lui. attends, tu l'as pas. Attends, non, laisse-moi regarder Advance, ouais, on l'aura le Ouais, truc. vas-y, t'inquiète. T'inquiète. Après, voilà, après, c'est aussi. Shooting, ouais, son année du coup de MVP, ouais, 52, ça va. Mais sinon, il Hmm. est toujours aux alentours de 50%. Ouais, enfin, ça va, mais ça reste quand même en dessous de la moyenne, je pense, hein, si tu prends Oui, oui. la moyenne de l'époque, même de l'époque, parce qu'effectivement, Même pour l'époque, c'est pas très bon, quoi. voilà. Mais comme dit, c'était une autre façon de voir le basket aussi, de le jouer, quoi. Il y avait pas la perception de la force du 3 points, il y avait pas trop ce. Enfin, voilà, il y a plein de trucs différents, Bah, c'est vraiment une époque, quoi. c'est le 1 contre 1 qui se finit par un jumper Hmm, à mi-distance ou ligne de lancer. hmm. C'est pas. Voilà. Et C'est ouais, bah après, c'est dur d'avoir des gros pourcentages comme ça, quoi. oui, oui, D'une bah, grosse efficacité comme ça. Et puis puis- c'était l'époque où les matchs NBA se finissaient quand même à des 85-80 en score, hein, donc. oui. Oui, et puis, alors, je sais plus ce qu'il en était pour McGrady, mais où tu jouais 40 minutes par match aussi. Donc, ça pèse aussi sur ton adresse, le fait de jouer beaucoup comme ça. Donc, et avec les grosses défenses très repliées, pas beaucoup de spacing. Donc, voilà, il y a un contexte quand même particulier, quoi. Oui, parce que bah surtout ouais là t'es 2004-2005, tu commences à ouais t'as le début du Seven Second or Less vraiment qui Mm. arrive à ce moment-là seulement. Ouais, Donc donc t'as les une Suns équipe qui de. joue vraiment, t'as une équipe les Suns qui vont jouer Mm. vraiment. Il y a Sacramento un peu, hein, qui a aussi ce côté-là qui participe à ce truc-là d'ouverture du jeu. Mais Ouais, Sacramento, mais là c'est le moment où ils commencent à vraiment, je crois ouais, 2004-2005 et là c'est comment ils commencent à oui. baisser d'un ton. Bah, C'est plus une équipe qui va jouer les playoffs, qui arrive en playoffs mais qui mm. joue plus le titre quoi. Ouais, et après, c'est dans l'Est ce que tu disais, c'est les Phoenix Suns de Mike D'Antoni et Steve Nash qui mettent en avant le jeu rapide, le 3 points, le spacing. Mais ouais. Et d'ailleurs, Daryl Morey a aussi participé à cette idée-là, hein, avec le Moriball, Le qui mauvais. était inspiré du Moneyball, de ce livre de baseball, où cette idée-là de un peu C'est réfléchir le jeu de façon un peu plus scientifique. Et où il apparaît que bah oui, le tir à distance, c'est pas le plus rentable, quoi. ça. Euh, Justement, ouais, si on peut pousser 3 points et attaquer le cercle. c'est ça, même chercher le lancer franc, ce genre de truc-là, comme faisait Kevin Martin, quoi. Et c'est pour ça qu'il a été Oui. recruté, hein. Après, quand tu attaques le cercle, tu cherches forcément un peu le Oui, lancer. c'est vrai. Mais oui, ouais, et puis être bon, comme le fait Kevin Martin, agiter un peu les bras dans tous les sens pour quand tu montes au panier, comme ça, t'as plus de Ah chances bah. qu'une main t'accroche le bras et fasse une faute, quoi. Oui, parce que quand tu vois le joueur, même quand tu le vois un peu des highlights de Kevin Martin,
tu te dis pas qu'il va chercher des lancers francs. Parce que c'est un arrière-shooter de grande taille, je crois qu'il faisait 2 mètres 1, un truc comme ça. Ouais, ouais, avec des très longs bras et enfin des très longs membres très fins aussi. Oui, voilà, c'est un joueur très très fin. Tu te dis pas qu'il va chercher des fautes, lui. Et pourtant, si, alors c'était beaucoup avec de la technique et de la filouterie. Mais bon, c'est ce qu'il faut faire, hein. Et c'est vrai que c'était assez impressionnant qu'il arrive à faire ça, quoi. Donc on est un peu 2004-2005. Donc finalement, oui, mais en plus, du coup, dans tout ce que tu disais, t'avais aussi des potes qui suivaient la NBA ou du moins qui aimaient ça. Oui, c'était un peu comme toi, c'est NBA Live qui les a un peu lancés, où il y avait un peu de. Un petit peu, ouais, c'est pareil. Bon, c'est ses potes avec qui, fans de sport, on discute un peu de tous les sports Ouais. à l'école, au cours de récré ou comme ça. Donc, il y a deux, trois potes. Bah, il y a déjà Camille, j'en parlais tout à l'heure, Six Snipes, donc, qui avait créé le compte Pacers FR, Ouais. qui est déjà là. On en parle du coup à l'école, à la récré. Ouais, ouais. En n'ayant jamais, concrètement, jamais vu de match en vrai, hein, c'est la vérité. Ah, ça, c'était la France de l'époque, ça. À l'époque, hein. Après, moi, c'est les premiers matchs que j'ai dû voir en complet, c'était quand je devais avoir ouais, 14-15 ans, hein. Ouais. Et je passais mes vacances chez mon oncle qui avait le câble. Mhm. Et encore, je ne voyais pas les matchs en complet. Je voyais, c'était en direct, c'était les rediffusions le lendemain des matchs que je Oui, voyais. et qui était diffusé comme si c'était entier, mais il y avait des morceaux qui étaient coupés, quoi. C'était ça, hein? Ouais, je crois. Bah après, c'était beaucoup de pubs aussi, donc ça permettait d'aller plus vite. Ouais. Mais ouais, c'était rediffusé, bah, condition du direct, mais ouais, des fois ça avançait. Des fois, tu loupais une minute ou deux. Ouais, ouais. Mais ouais, ce côté aussi, t'étais dur, j'ai de la chance, je vais chez quelqu'un qui a Ouais, le câble ou Canal Plus pour d'autres, qui disait, je vais enfin pouvoir voir un peu un truc, quoi. La chance, quoi. C'était ouais, un truc. vraiment voir un match, juste. Ouais, c'était, C'est c'était ça. inespéré, inattendu, et c'est tout bête, quoi. Après, c'est. Bah, ça doit être, ouais, mais franchement, je pense que peut-être la première année où j'ai vraiment été à fond dans le basket, je sais pas si j'ai vu. Je voyais des matchs de l'équipe de France sur France Télé ou je Mhm. pense à l'époque, mais j'ai pas dû voir de match vrai match de la NBA pendant peut-être un an hein, avant de voir en direct encore plus longtemps peut-être. Là, on doit être 2008, 2007, 2008. Et en continuant un peu d'avancer dans le basket et ta compréhension du basket, tout ça. Donc tu pars, il y a rien qui t'a un peu détaché des Houston, et même au début de Magredi, où t'as pas. Je peux entendre que bah voilà, t'as tel autre joueur, mais en fait lui je le préfère, un peu comme t'as fait avec Chuck Hayes ou quoi, mais c'était beaucoup plus tard. Mais avec tes yeux un peu d'adolescent, en découvrant plus, ça peut être, ah oui, finalement il y a tel truc, tel joueur. Non, t'es resté Bah, toujours un peu sur le cap Houston. je pense que McGrady et Houston, ouais, c'est toujours été numéro un. Après, moi, on parlait beaucoup d'Iverson tout à l'heure, mais j'adorais Iverson quand Hmm, j'étais ado. C'était vraiment cette période. Et c'est ce que je disais aussi par rapport au fait que ça s'est perdu un peu tout à l'heure, c'est qu'il y a cette époque vraiment de 2004-2005, Iverson, c'est presque le visage d'une certaine culture, tu vois. complètement. Le visage de la culture playground quand tu vas jouer. Donc moi, à ce moment-là aussi, je vais à 14 ans, je dois commencer à jouer Hmm, sur des playgrounds et t'as ce visage où tu essaies d'apprendre tous les tricks, ouais, tout le ball handle. T'as aussi ce hand one, les mixtape and one qui oui, passaient justement, qui étaient généralement diffusés sur le câble en journée entre les matchs de basket. hmm, Mixtape and one, donc ils sont à fond. Donc moi j'allais, comme je viens du nord-est de Paris, j'allais au playground qui était sous le métro à Stalingrad, qui sont assez connus ok. même et du coup bah à cette époque-là tout le monde essayait d'apprendre à jouer des comme Iverson, donc Hmm, il y avait cette image, même c'était facile de trouver des t-shirts ou des maillots à l'effigie d'Iverson, alors que même McGrady c'était plus compliqué, tu vois. ouais. Généralement t'avais Iverson, t'avais Parker, Kobe. Donc j'avais des, des t-shirts Iverson, des trucs comme ça. Ton premier maillot, si t'en avais acheté un, c'était quoi, tu te souviens? Je pense que ouais, je me souviens du premier maillot, c'était bon, c'est un fake acheté sur un marché Hmm, en Guadeloupe ouais. en 2005, l'été 2005, et c'est un maillot des Mavs. Ah ouais? C'est un Mike Finlay, ouais, Ah un ouais, Mike ouah, Finlay. Je punaise, l'ai dis donc. encore, et il est bien, hein. C'est une histoire. Ouais,
on en discute des fois avec mon pote qui est fan des Mavs. Mhm. Il voulait me le racheter, mais j'ai décidé de le garder, Et ouais. tu te souviens, c'est que tu t'es là-bas, t'es en Guadeloupe et tu passes devant un magasin, ah mince, il y a un maillot de NBA. Ouais, je voulais acheter, ouais, j'étais à fond du coup, ouais, c'était vraiment l'époque, bah, c'était 2005, c'était là où justement mon cousin m'avait passé sa collection, donc j'avais ramené 4-5 5 majeurs dans la valise et j'avais passé à lire Hmm. dans l'avion et pendant les vacances non, mais c'était sur un truc, je voulais absolument un maillot et puis sur un cabanon ou je sais pas, sur une plage ça vendait des maillots et puis je voulais pas Parker, je voulais pas Kobe. Bon, il y avait un Mike Finlay. Les Mavs, je détestais pas trop. J'aimais bien les Mavs aussi. Donc, Ouais. Parce que c'était, oui, à c'était. l'époque, tu connais pas les rivalités. Hein. Je connaissais pas les rivalités. euh, Et puis Mike Finlay, j'aimais bien le joueur aussi. Oui, genre. Bah, il était bon dans, pareil, il était bon dans NBA Live. Donc, Hmm. Ouais. Ah, bah, c'était sa grande époque encore, je crois, ouais, à ce moment-là. Et ouais, le magasin, enfin, le cabanon, voilà, il avait pas 36 options, quoi, de choix de maillot, c'est ça? c'est ça. Mais c'est là où c'est un peu surprenant l'histoire, c'est que tu te retrouves quand même Mike Finlay. Je sais pas. Oui, c'est pourquoi lui? Pourquoi Mike Finlay? Parce que pour le Et ouais, coup, il était fort, mais il était pas. Enfin, c'était ouais, une star en NBA, mais un peu pour les connaisseurs, quoi. C'était un peu. c'est ça. C'était pas les grosses ghost Bah, stars, c'était pas trop médiatisé. c'est ça, t'avais vers 2003, c'est un peu, t'as le trio Finlay, Nowitzki, Nash. Mais après, j'ai envie de dire, c'est un Nowitzki qui va devenir la star et Hmm. lui, c'est le numéro 2 à ce moment-là déjà. Ouais, c'est ça. Et puis, même si c'est un joueur assez spectaculaire, mais c'était pas forcément lui qui faisait non plus les highlights ou qui ressortait souvent dans les highlights ou les trucs un peu médiatisation, quoi. Donc, c'est vrai que c'est assez étonnant. Mais du coup, je sais pas, c'est un espèce de destin, quoi. C'est un truc comme ça. Peut-être, ouais. Mais c'est pour ça, moi, c'est toujours. Mais du coup, j'ai toujours voulu garder ce maillot. Voilà, j'ai un Bah oui. attachement Bah, c'est ton à ce premier. maillot. Est-ce que tu vends ton C'est premier ça. enfant? Non. Non, c'est exactement. Et en plus, je pense que du coup, tu as une tendresse un peu envers ce joueur. Du coup, forcément, c'est un peu comme ça que ça se passe aussi. Le hasard te met entre les mains un objet ou un truc d'un joueur, et ben t'en tires un attachement un peu particulier, quoi. Mais c'est clair, ouais. Non, c'est clair. Euh, ouais, du coup, là, à partir de quand? Ah oui, donc tu parlais, il y a Everson qui, effectivement, qui, je pense, tout le monde. C'est impossible d'être indifférent à Everson, et c'était souvent de façon positive. Et ce côté un peu révolutionnaire de l'image qu'il donnait et qu'on avait tous un peu envie à cet âge-là en plus il y a beaucoup le rap aussi émerge, enfin, la culture hip-hop globalement a Bah, un ça gros devient, essor. ouais, ça devient presque une figure centrale de cette culture hip-hop dans sa globalité, quoi. Vers 2004-2005, t'as Tupac et Biggie, même s'ils sont décédés depuis longtemps. T'as peut-être Bah, t'as Eminem et Eminem, 50 ouais. Cent, Jay-Z Est-ce éventuellement. que t'as 50 Cent déjà? Je sais plus. Bah, ouais, là, je crois que c'est le moment où ça explose Hmm. vraiment. Il arrive un peu d'un coup. Mais Donc ouais, ouais, il y a Eminem, un tout peu. ça. Et t'as Iverson, qui lui, justement, ouais, dans la culture, voilà, qui, dans la culture street, basket street, playground, tout ça, qui est un peu la figure de, Bah, et qui est justement cette culture, on en revient, qui va être, que David Stern va chercher hmm, à faire disparaître après le ouais, palace d'Auburn Hills. exactement. Est-ce que bah, du coup ouais, du coup là toi quand tu étais là, tu es dedans, t'as tes joueurs, t'as tout ça. Donc tu as à l'esprit que LeBron James est déjà appelé à être peut-être le meilleur joueur de la NBA, peut-être la plus grosse star de la NBA, sans parler d'un côté all-time, mais ce côté un peu, voilà, il est promis à être ça et il en prend le chemin, il n'y a pas de problème. Euh, Toi, ça t'a pas spécialement dit, faut que je monte, enfin faut que ça devienne mon joueur préféré parce que c'est lui la grosse star, ou à l'inverse, t'as pas eu ce côté un peu de rejet de, bon bah tout le monde va le mettre, va le mettre dans ses favoris quoi entre guillemets. Moi, je préfère rester ailleurs parce que c'est un peu mon style. Tu te fais un peu comment tu te positionnais par rapport à ce phénomène
devenait réel, quoi. Euh, je suis plus certain, mais de ce que je me souviens, globalement, c'était justement, je voulais pas monter dans le train à fond parce Hmm. que quand il y a trop de monde dans le train, moi, je préfère éviter. Tu sais, je préfère un peu, et pour revenir au pareil à Macari, je préfère toujours le numéro 2 au numéro un, je pense. Hmm, hmm. Pas la star numéro un, c'est pas, ça va jamais être mon préféré. Bah, c'est moins marrant, quoi. C'est un C'est peu, moins marrant, voilà, t'as l'impression de suivre les gens, même si c'est c'est dommage ça, parce un que peu. en vrai, on ne devrait pas se Mais faire cette idée-là, mais on se sent un peu dans la masse, quoi. c'est ça, et puis ouais, et puis c'est toujours plus marrant d'être pour l'underdog, mais Hmm. aussi. Mais d'un autre côté, tu sais, quand t'es un peu, là encore, on revient en début, donc là j'ai 12 13 ans. T'as ce truc où tu veux annoncer, tu veux avoir raison et dire Oui, lui ça va devenir le meilleur joueur du monde. Donc j'allais dire à mes joueurs, à mes potes, pardon, mais je vois. ouais, mes joueurs, à mes potes, ouais, LeBron James ce sera le meilleur joueur du monde. Comme ça pour dire, je l'ai dit avant vous, Ah alors oui, que oui, je oui. l'avais juste lu dans le magazine Oui, t'as même fait le, avant. Mais t'as même fait un peu, j'extrapole, mais un peu snob de, bon écoutez, je sais que c'est lui qui est le meilleur, je vous le dis, c'est annoncé, voilà. Par contre, moi, malgré ça, j'ai un peu plus, j'ai des goûts un peu plus subtils, et c'est pas lui que je vais suivre en premier. ouais, je sais pas si j'étais assez déjà comme ça à cette époque-là, mais voilà. Mais ouais, un peu Euh, dans l'idée, c'était ça. Je vous l'aurais dit en premier, vous voyez, je déconnais alors que bon, tout le monde le savait déjà. c'est à partir de quel moment tu te sens, toi, être en, comment dire, avoir assez de maîtrise de la NBA, de comment ça se passe, tout ça, pour avoir ce que tu considères comme étant des avis, je parle pas pertinents par rapport à la réalité, mais à quel moment toi tu te sens, peut-être pas expert, mais connaisseur de la NBA, avec des vrais avis, tout ça, tout ça. Que t'es plus trop dans la découverte, t'es plutôt dans le, ça y est, j'ai atteint un niveau de compréhension assez élevé, maintenant je suis quelqu'un qui suit la NBA. Voilà, à quel moment tu as un peu ce passage de je suis en découverte à maintenant je connais la Je NBA. pense il y a deux moments qui vont être trucs. C'est-à-dire que la première fois où je vais penser ça, mais ça va être vers 2006-2007 peut-être, Mhm, quand mhm. j'ai justement, où j'ai absorbé beaucoup de Ouais. lectures sur la NBA, j'ai beaucoup entendu parler, mais aussi à ce moment-là, j'ai pas vu beaucoup de matchs en fait. Mais comme j'en ai Mhm. beaucoup entendu parler et tout, je sens que Oui, tu sais de quoi tu parles. que je m'y connais, que je sais de quoi je parle, alors qu'au final, je fais que répéter les avis que j'ai lus. Oui, on est tous passés par là. Ouais, donc c'est ça, c'est la première période, et après c'est ouais vers 2010-2011 quand je vais vraiment aussi avoir plus de temps, où je vais Mhm. commencer les études supérieures, je vais avoir plus de temps pour me pointer en retard en cours le matin parce que j'ai passé la nuit à regarder des matchs, Mhm. et là je vais commencer ouais effectivement à plus développer, à réfléchir, à mieux comprendre d'un point de vue tactique et à quoi servent les joueurs. Aussi à ce moment-là, je suis les Rockets de Daryl Morey, donc je vais tout de suite m'intéresser beaucoup aux stats et Mhm. chercher à comprendre le basket sous ce prisme, Ouais. qui va peut-être aussi me donner justement un sentiment de comprendre, encore une fois, de dire que je comprends mieux que je ne le comprenais vraiment peut-être à ce moment-là. Peut-être donner trop d'importance à ce point-là, au début en tout cas. Mhm. Et après, bah, avec le temps, quand tu consommes aussi énormément, que tu regardes en essayant de comprendre pourquoi, qui fait quoi, pourquoi, est-ce qu'il est vraiment bon parce que c'est celui qu'on voit plus ou Ouais. efficace, est-ce que celui qu'on voit moins, il sert à quelque chose, c'est pas le joueur le plus important sur le terrain. Tu vois, quand tu commences à réfléchir quand tu consommes énormément de matchs, là, tu arrives à un point où effectivement, tu te contentes plus de régurgiter les avis des Ouais. autres, mais que tu développes ton propre avis, et bon, ça arrive avec le temps. Mais c'est ça. C'est, en fait, le passage de je m'approprie ce qu'ont dit les autres Mm. est un peu un passage obligé. C'est celui qui te crée une espèce de culture, de base de données, on va dire, pour après pouvoir regarder ces éléments, ces données et y apporter ton esprit critique, des choses comme ça. C'est ça. Et puis en plus, comme tu disais, c'est le jeune âge aussi, hein. Je veux dire, quand on était des ados, bah, forcément, on est un peu bête, quoi. On Oui, n'a pas comme. t'es pas forcément de bonne foi, et puis t'as comment on dit,
Merde, tu cherches la validation, comment on dit Le terme, la confirmation, oui, ah, la le validation. biais de confirmation. Tu vois, Hmm, t'as un biais de confirmation qui est fort oui. que tu comprends pas encore quand t'es ado et que tu cherches pas encore à te combattre, entre guillemets. Oui, t'as même pas forcément conscience que ça existe. C'est ça. Et même si tu sens qu'il y a un truc, tu sens que tu mens un peu, que t'as un peu de mauvaise foi, Mm. t'as encore. En plus, l'adolescence, c'est vraiment ce moment où tu commences à être à quand même réfléchir, à raisonner, à être un peu intelligent, mais c'est encore le début. Tu commences à penser C'est par ça. toi-même, mais c'est encore le début. Et en même temps, t'as aussi ton ego qui explose le plafond et qui gagne face à ton intelligence naissante. Et du coup, tu te sers un peu de cette intelligence naissante et tu la vois plus belle qu'elle ne l'est. Et c'est dur de se remettre en question. Si t'aimes pas un joueur, son 3 sur 8 à 3 points, tu vas te souvenir que des 5 qu'il a ratés, alors que si t'aimes un joueur, tu Ouais. vas te souvenir que des 3 qu'il a rentrés, quoi. Tu t'avais un joueur ou une équipe un peu détestée, plus ou moins juste, peut-être injustement ou pas, hein, qu'importe, mais un peu viscéral ou alors le plaisir d'avoir un ennemi. T'avais un peu des trucs comme ça? Ouais, bah le Jazz, globalement, quand même. Beaucoup de monde, hein. Beaucoup de monde en vrai. Bah Houston, il y a quand même beaucoup d'histoires. Même moi, quand je pense suivre les premières séries de playoffs, il y a des défaites contre le Jazz. Je me Hmm. souviens de 2007, j'ai envie de dire, où où les Mavs qui ont fini premier de la saison régulière à 65 victoires perdent au premier tour contre les Warriors. Et Houston, et du coup, ça ouvre le chemin à Houston pour aller en finale de conf, qui était du coup quatrième seed, et ça perd contre le Jazz au Game 7 à domicile. Ça, je me souviens que Hmm. Oui, le début de la haine. ça avait piqué. Ouais. Après, je sais que, mais même après, parce que quand j'ai eu, voilà, quand je suis arrivé en 18-19 ans, j'étais sur les forums, mais aussi américains des fans des Ah ouais? Rockets. Ouais, pas mal. Les SB Nation Ouais. des Rockets. J'étais beaucoup là-dessus. J'ai même écrit un truc ou deux dessus. Ah ouais, ah cool ça. Ouais. Et du coup, à cette époque-là, même, il y avait déjà aussi du jazz qui datait des années 90, notamment la dernière campagne de playoff d'Olajuwon, avec, je Bah, crois, il y c'est avait Maxwell. Ah, et Drexler. Barclay et Drexler, ouais, je crois. Puisqu'après, l'année suivante, Pippen va arriver et ça va partir en Ah couille oui. pour remplacer Drexler. Donc, voilà, ouais, avec la défaite contre le Jazz qui, justement, après va avoir Ah, avec Stockton au ces buzzer. finales. Ouais, c'est C'est ça. ça, ouais. Hmm. Stockton et derrière, ils vont avoir la finale mythique enfin, la première des deux finales Ouais. contre les Bulls. Ce sont des finales assez mythiques. Bon, même s'ils perdent les deux. Hmm. Et puis que t'arrives, et puis même d'un point de vue quand t'es pas trop raciste ou homophobe au milieu des années 2000, le jazz c'est quand même c'est un peu les méchants. Hein. Mais oui, non, mais C'est un complètement. peu Mais enfin, c'est parce complètement. que enfin je sais pas s'il y a des histoires, mais quand le film Brokeback Mountain va sortir au cinéma, t'as le propriétaire du jazz qui organise une réunion en disant que n'importe quel joueur qui irait voir ce film au cinéma serait viré. Hmm. Ouais, ouais. Et puis t'as. Bon, c'est l'Utah aussi. Putain. Il y a les Mormons. Moi, j'ai découvert l'existence des Mormons avec le basket, avec le jazz, quoi. Ouais. Et Moi, puis. ouais, moi, les Mormons, c'est South Park aussi, donc Ah oui. c'est autre chose. Oui, mais ça revient au même point, hein. Mais t'as ça, oui, non, mais après, t'as les histoires, t'entends quand même les histoires que c'est pas. T'avais, je crois, John Amaechi, Oui, qui était un qui a joué à joueur Limoges. gay, ouais, qui était un joueur gay, donc pas publiquement, mais Hmm. ça se savait plus ou moins dans les vestiaires, et qui avait vécu un véritable enfer sa saison à Utah avec Jerry Sloan, et principalement Jerry Sloan, mais aussi même Karl Malone n'avait pas été le plus sympa, je crois. Bon, Ouais. après Karl Malone. Et tu vois, on dit ça. Enfin, effectivement, pour moi, l'époque, le jazz, quand moi je m'intéresse à la NBA, c'est plutôt au milieu des années 90. Le jazz est une très forte équipe, avec Stockton Malone et même Jason, tout ça. Mais déjà, j'aime même pas trop. Alors, on n'avait absolument pas de connaissance des affaires de Karl Malone.
qui a, Oui. à lui seul justifie complètement toute haine très portée sur lui. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas ça. Enfin, on ne connaissait pas. Et John Stockton, aujourd'hui est plutôt philosophiquement proche de l'extrême droite américaine, euh, Oui, dans ce c'est sens-là. très religieux aussi. Voilà, bon, ça on l'avait pas, ça se voyait pas, mais t'avais quand même ce côté, avec mes yeux d'enfant, le Utah Jazz porté par ce duo-là, un côté old school, déjà un peu vieux con, un peu old school, mais un peu en rejet des jeunes. D'ailleurs, avec John Stockton avec ses shorts très courts, même si ça veut rien dire Ouais, en soi, mais il y avait un peu ce côté, pas complètement public et ouvert, mais un peu, nous on est les, on- et on- le jeu à l'ancienne est plus propre que vous les jeunes qui faites des dribbles tout machin. Il y avait un ça peu fait ce un peu le truc-là. basket universitaire des Mm, années 75-80. c'est ça. Et ça, plus le fait que ce soit dans l'Utah avec les Mormons, plus euh, leur pivot, Greg Ostertag, qui ça te parle, qui est grand pivot blanc. Regarde, je sais pas si c'est truc à lui reprocher ou quoi, mais ça alimentait avec mes yeux d'enfant la caricature bah, eux aussi, ils ont en plus ils ont un redneck avec eux, quoi, tu vois. Ce genre de petit machin. Euh, Je vois parfaitement, je vois parfaitement. Ouais, enfin, il y avait beaucoup de blancs dans cette équipe-là des années 95-16. Alors ça veut absolument rien dire. En plus, je crois que, comment il s'appelle, le troisième homme, Jeff Hornacek, qui je pense est plutôt, qui a plutôt rien à se reprocher et qui est un excellent Ouais, joueur. Mais il y a un peu voilà, cette imagerie de, bon bah voilà, c'est ouais, Wasp. c'est les religieux, c'est les religieux un peu un Ouais, redneck. Et... voilà, c'est ça. Et après, quand j'ai appris pour Carmelo Johnson, j'ai fait, ah bah écoute, ça, ça- c'est bizarre, j'avais du nez, j'ai l'impression. Mais tu vois, moi par exemple, d'un point de vue effectif, c'était pas, c'était plus cette équipe Oui, des. c'est encore autre chose. Mais moi, Je j'aimais trouvais que bien, c'était Deron Williams, Carlos Boozer, oui, Kirilenko, Pour. qui du coup pour moi avait plus tout cette image que j'aimais pas trop à l'époque, des un peu méchants, parce que justement c'était tout nouveau. Alors, il y avait toujours Jerry Sloan, mais il y avait d'autres joueurs qui étaient beaucoup plus classiques, on Qui va étaient un dire. peu dans leur temps, ouais. Bon, Ouais, même tout à si, fait. si Kirilenko, il aurait quand même, il aurait pas démérité Oui, en tant que, si tu vois un film, je sais pas, sur les JO de 92, je pense que Kirilenko dans l'équipe soviétique, il a sa place. ouais, Tu sais, on parlait de vieux basket, lui, il aurait été le méchant, justement, ouais, bah il aurait pu être le méchant que, comment dire, tu sais, attends, cette équipe de bons américains va battre le méchant russe, c'est il a ça. vraiment la tête pour, et le Bah, jeu pour très rugueux, très. oui, et puis tu sais, c'est pas il est pas comment dire, il joue pas physique à l'américaine avec des gros muscles saillants. Il joue Ouais, physique avec des coups de pointus. Et ouais, c'est puis ça, les petits coudes bien pointus, là. ouais, et puis il a la tête de Dolph Lundgren, C'est ça, exactement. l'ennemi soviétique de Rambo, quoi. Donc il a vraiment la caricature. En plus, c'est l'Européen qui domine en Europe et qui vient en NBA. Enfin oui, il y a un campus qui s'embrouille avec la légende Jerry Sloan, entraîneur. Donc c'est très 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 particulier. Mais aussi pour rester un peu sur cette haine du jazz venant d'Houston, il y a aussi tout le truc de Vernon Maxwell. Je crois que c'est justement de l'époque où Vernon Maxwell est à Houston qu'il crée médiatiquement cette haine publique contre le jazz et qui revient encore aujourd'hui et qui me fait rire, enfin, que moi je l'ai découvert un peu après coup, mais où il arrêtait pas de critiquer les habitants d'Utah de façon très condescendante, en les faisant, en les prenant pour vraiment des paysans même enfin, des cutéreux, quoi. Enfin, je regarde toujours en image ce tweet qui me fait trop rire de ou Vern Maxwell. Donc Vern Maxwell hein, qui était en plus qui était un peu fou dans sa tête. Hein. J'ai une connaissance Oui, très oui, très bah limitée du joueur, mais c'est sur le back-to-back des Rockets, donc c'est un joueur très important sur le back-to-back. La première année, bon, il joue jusque les finales et tout, et la seconde année, bah, il est plus dans l'effectif au moment des playoffs parce qu'il s'est fait virer, je crois. Ou alors je je sais sais pas s'il est plus. Mais officiellement champion, mais ouais, bon, il allait se battre contre un spectateur. hmm. Mais bon, c'était une histoire bizarre aussi, hein, parce que je crois que sa fille était très gravement malade.
Et le spectateur qui n'était pas au courant parce que c'était pas public, mais s'est moqué de sa famille et de sa fille. Hmm. Et bon, il a, Ouais, il il a a pété pété un un plomb. câble, quoi. Bah, Mais après, c'était Mad Max, voilà, c'était un joueur très, c'est qui était, impulsif. voilà, et qui aimait être l'antagoniste Oui, chez les publics extérieurs, quoi. tout à fait. Et, Extérieurs. et du coup, il a fait ce tweet, alors qui est plus récent, qui est, bah oui, à l'époque, il n'y a pas Twitter, mais je veux dire, où il dit je m'excuse pour tout ce que j'ai dit, tout ce que auprès de la communauté de Utah, je m'excuse auprès de vous pour tout ce que j'ai pu dire de méchant. Je vous assure que si j'avais su que vous saviez lire et que vous aviez de l'électricité, j'aurais jamais rien dit, quoi. Tu vois, c'est toujours côté une pique toujours là. Alors maintenant, c'est devenu presque running gag. Et je pense que tout le monde C'est s'amuse ça, de mais cette. ça l'est. Bon, de toute façon, ça l'est un peu. Il y a toujours cette rivalité. Mm. Running gag. Moi, je sais qu'à l'époque justement, où j'étais sur les forums et sur les SB Nation des Rockets, t'avais des previews avant tous les matchs et avant chaque match des Rockets, euh, chaque match contre Utah, la photo de présentation du match c'était toujours la même photo où c'était Kyle Korver qui était avec deux habitants du Utah qui avaient un style très daté, très daté Ouais, années 80, mais bon, la photo datait de 2010 et c'était toujours représenter les ouais, fans de Utah comme ça, se ouais, moquer de. c'est ça. Et puis après, du côté des Utah, ça représentait les fans des Rockets comme des Texans fous, Oui, des t'avais ça. Oui, Latinos. effectivement. Qui tirent pistolet en l'air toutes les 5 minutes en, en marchant juste derrière un geyser de pétrole. Enfin, c'était. C'est ça, un peu. Euh, Toi, de ton époque compte Twitter de Houston, il n'y avait pas trop de l'équivalent du jazz, hein. J'ai l'impression que quelques fois j'ai vu passer un compte, mais j'ai pas eu l'impression qu'il y ait beaucoup de, de, hum, de J'ai personnes pas qui de ont vraiment pris souvenir. en Ouais, il compte. y en avait, il y en avait. Il y en a pas, mais je sais pas, il y en a pas un qui m'a marqué, effectivement. Il y en a Hum. pas un. Je sais pas s'il y en a un. Après, je crois qu'il y en a un qui a quand même tenu quelques années. Je sais pas s'il est toujours actif. J'avoue que je suis plus. Oui, non, moi aussi maintenant, si. Je Mais suis à ton beaucoup moins. époque, je crois qu'il n'y en avait pas, hein. Il y avait quelques clubs comme ça, quelques franchises En comme tout ça cas, qui ouais, il y n'avaient avait pas des de. clubs qui avaient mis plus longtemps à arriver et Hum, ils étaient pas dans les premiers arrivés. Je me souviens parce que en même temps, les premiers arrivés au tout début, c'était un peu que des gens qui étaient un peu dans notre cercle hum. ou des amis d'amis. Mais et puis après, très vite, il y a eu des gens qu'on connaissait pas et tant mieux. Oui, après ça fait tache d'huile, quoi, et tant mieux, parce que c'était un peu l'idée, l'idée était excellente, et ça s'est poursuivi, d'ailleurs elle existe encore maintenant, et on est vraiment très content d'avoir ce truc-là. D'ailleurs, ça existe partout dans le monde, hein, maintenant, de ce que je comprends, et c'est Oui, très oui, pratique, quoi, c'est très agréable d'avoir ça. ça existait. Bah, puis l'idée, c'était aussi, il y avait déjà des comptes pour le foot, ça existait déjà D'accord. plus ou moins officiel. Des fois, tu en avais des comptes officiels dans toutes les langues pour les gros clubs. Des fois, des comptes officieux, d'autres trucs. Et puis voilà. Nous, l'idée, c'était voilà, d'avoir vraiment ouais, cette idée de pouvoir parler un écosystème. On essayait de garder sain aussi à l'époque. Ouais. Je pense que c'est un peu moins, c'est aussi ça que je me suis éloigné. Ouais, 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 bah plus Twitter prit de l'ampleur, plus c'est C'est ça. compliqué, Ouais, je sais pas, hein. c'est les avis qui donnent les avis qui font réagir, on dit. Mais nous, ouais, nous, une règle qui était à l'époque, c'était que si tu voulais parler d'une autre équipe, bah, t'avais ton compte perso pour, quoi. Ah oui, oui. Hmm. Et on s'en fout de l'avis de mon avis sur les joueurs des Sixers. Hmm. Je vais pas le faire sur le compte des Rockets, quoi. Ouais, ouais. Oui, C'est, c'était une manière un peu de se préserver les uns les autres. Et d'éviter de créer un peu des gens, mais bon, c'était sûr que ça allait pas tenir, quoi. Je veux dire, oui, c'est non, mais malheureux, mais oui. la provocation est toujours trop dans le sport, est trop présente et trop Mais tentante pour après, certains. voilà. Après, je dis ça, mais je suis sûr que encore aujourd'hui, la grande majorité des comptes font du très bon boulot. Hmm. Aujourd'hui, quand je vois passer, dans la majorité des cas, c'est bien et ça, c'est des bonnes communautés. Ah ouais, non, c'est comme je dis, peut y avoir des problèmes, mais comme avec tout un chacun. Mais c'est une vraie satisfaction d'avoir ces comptes-là, parce que, comme je dis, c'est très utile, pratique et juste agréable à suivre, quoi, tout simplement. Je pense qu'on va s'arrêter là. Je pense qu'on a bien fait le tour. Maintenant, Ouais. on a un peu ta vision des choses sur cette époque-là.
On va finir, on va finir avec un petit truc, un petit concept qui a rien à voir, mais que j'ai piqué au podcast jeux vidéo. Silence on joue. Ou plutôt que de faire des recommandations, comme beaucoup de monde fait, et que c'est toujours positif les recommandations, c'est un peu dommage. Et puis des fois, on n'a pas des trucs à recommander, ça c'est compliqué. Là, la question, c'est plutôt quand tu ne suis pas du basket, quand tu ne t'occupes pas du basket, quand tout en dehors du basket, qu'est-ce que tu fais? Et du coup, si tu as une autre activité. Alors, si tu veux, je peux commencer si tu veux. Bah vas-y, si tu, comme tu veux. Je peux commencer. Qu'est-ce que je fais en ce moment quand je m'intéresse pas au basket? Eh ben là, ce week-end, alors je sais pas quand il sera posté le podcast, mais ce week-end, là où je suis, à Strasbourg, il y a le festival des arts de rue, le festival des arts de la rue de Strasbourg, qui dure sur plusieurs jours. Ça commence jeudi soir, où bah, vraiment, on se balade dans les rues de Strasbourg et à plusieurs endroits stratégiques, il y a un petit spectacle. Tout le week-end, les spectacles s'enchaînent. Alors, un même spectacle, on le retrouve chaque jour, plus ou moins. Et c'est des trucs vraiment, donc c'est pas payant rien, c'est vraiment à disposition du public, comme ça. Et c'est dans la rue, c'est tout le principe. Et c'est des machins alors, il y a de tout, hein. Il y a du cirque, il y a du chant, il y a de la poésie, il y a du théâtre. Alors, là, du coup, j'y étais hier. Donc là, aujourd'hui, je suis pas parce que je suis avec toi. Mais hier j'ai fait un petit tour. Alors, c'était pas la meilleure édition que j'ai vue, mais il y avait des trucs un peu sympas avec une espèce de truc marrant où quelqu'un fait intervenir un enfant pour faire un peu comme si il montait un espèce de chapiteau et forcément c'est la galère parce que le gars il parle pas et l'enfant il doit comprendre ce qu'il doit faire sans, D'accord. sans les mots donc c'est compliqué, ça crée un peu et c'est bon enfant. Oui. Mais il y avait une fois, enfin donc une autre édition qui m'a beaucoup plu où c'était du théâtre improvisé dans la rue. Donc c'est-à-dire souvent c'était une pièce de théâtre classique. Donc là c'était Stella Var, il y a un cas Stella Var, un autre c'était une pièce de Shakespeare, mais avec les improvisations parce qu'il y a des gens en face de toi et que c'était leur principe, c'est pas juste la pièce de théâtre. Et c'est trop bien, c'est vraiment un festival qui montre bien, qui a pas mal de succès, j'ai l'impression, à Strasbourg, où vraiment on passe un week-end à découvrir des choses. Des fois c'est pas très bien, des fois, mais des fois c'est super. Et dans tous les cas, il y a un bon mois passé à découvrir des trucs artistiques, des fois des choses très originales, d'autres moins, mais c'est toujours amusant. Et Et ça, bravo à ceux qui organisent ça, quoi. et ça dure un mois, tu dis? Non, ça dure combien Non, de non, temps? ça dure un gros week-end, c'est-à-dire ça commence le jeudi Un gros soir. week-end. Ok. Parce que j'ai jusqu'à- entendu un mois passé, mais Oui, non, pardon, j'ai peut-être fourché, c'est possible, mais non, non, un week-end, c'est un un bon gros week-end. week-end. Après, Mais voilà, c'est c'est sympa. Après, ça reste bah, des arts vivants, des arts de rue c'est que tu ça, ouais, et des fois il y a des trucs un peu des plus gens qui font contemplatifs. une proposition, quoi. Donc C'est ça. c'est Et le bon. après, Donc d'écouter une proposition. Après, bon, ça plaît ou ça plaît moins. Mais voilà, et tu passes faut être d'un curieux. d'un truc à l'autre, et puis, enfin, le fait que même si t'aimes pas le fait que ça existe, rien que ça, c'est super cool. Forcément, les gens qui vivent à centre-ville, ils ont peut-être des agréments, mais ça va, c'est un week-end. Et c'est juste l'idée, le principe de faire ça, c'est juste agréable, quoi, c'est juste sympa, quoi. Ouais, non, bah, c'est toujours sympa de voir des publics, enfin des spectacles, pardon, Mm. et puis de regarder. Ouais, ouais. Quand la vie t'offre un peu de magie, on va dire, gratuite en plus, hein, pour le coup, là, c'est vraiment gratuit, c'est vraiment. Oui, gratuit. Mais et- Ouais, faut être curieux, quoi. Tu découvres des nouvelles choses et c'est ça. c'est sympa. Et puis il faisait beau, Ça a l'air donc cool en tout cas. tu fais une balade, quoi. Donc ouais, vachement cool, bravo, bravo à tous, eux. Et voilà ce que j'ai fait quand je me suis pas occupé de basket. Voilà. Ok. Ok, ok. Donc toi, c'était un truc, hein, c'est Et partir un moi, truc bien, hein. je sais pas si j'ai de trucs. J'ai pas grand chose de spécial en ce moment, pas spécialement d'actualité. Je passe beaucoup de temps, comme tu l'as dit plutôt, à regarder du vélo en ce Mhm. moment. Donc après ça, bon, ça fait depuis que je suis jeune, hein, mais bon, je regarde sur mon temps libre, je regarde pas mal. Après, bon, bah, je sors, je regarde l'Eurobasket aussi en ce moment. Mhm. Généralement, quand je suis pendant la saison, je vais avoir pas mal de matchs du Paris Basket parce que c'est pas très loin de chez moi. Et puis Ah ouais, ouais, cool ça. les prix sont raisonnables, donc c'est cool. Ouais, en France, ouais, le basket, c'est vraiment Ça pas cher, va, hein. ça va même pour la. Bah là, on avait fait le Game 5 des finales, on était au sixième rang pour 35 Ah 000 ouais, euros, je cool. crois. Donc, bon, sur un côté, quoi, mais Mhm. quand même, c'est des très bonnes places. Mhm.
Et puis sinon, bah, au pire, souvent on prend des places au dernier moment pour des matchs. Des fois, tu peux avoir des packages 15 balles pour Ouais. un match d'Euroleague, un match de championnat. Donc je regarde pas mal de ça. Et puis après, sinon, bah, je vis ma vie avec le travail. En ce moment, j'ai fini Clair Obscur Expédition 33, qui était vachement Ah bien. ouais, tu Tu parlais de recommandes. recommandations. Ouais. C'est Ouais, bah, ça, très j'ai cool. beaucoup aimé l'histoire. Et puis voilà. Donc je sais Et tour de, enfin, cyclisme, comme du coup j'ai un Ouais, spécialiste en face de moi et que j'en ai pas beaucoup autour, moi je regarde un peu de loin. J'avoue que d'accord. j'ai eu une petite période, mais tu sais, j'ai eu une petite période, et puis après il y a eu l'affaire Festina qui m'a un peu, euh, Ouais. qui m'a un peu dégoûté. Et j'ai encore un Si peu tu ce veux, truc-là de. j'ai une anecdote très drôle sur l'affaire Festina. Vas-y, vas-y. C'est que du coup, moi, j'avais 6 ans à cette époque-là et je regardais déjà du vélo. J'ai découvert pendant le Tour 97, donc à 5 ans. Mhm. Et bah, j'étais à fond, du coup, Festina, petit français de 6 ans. Je regardais, je savais de loin qu'il y avait des histoires, mais Alors, je dis juste, donc Festina, c'est donc l'équipe de cyclisme. 98, ouais. Donc Festina, c'est une marque de montre, hein, je crois, c'est ça? C'est ça, donc c'est une firme de montre bah, qui était suisse, mais qui sponsorisait la meilleure équipe française avec Richard Virenque Ah, ils étaient suisses, bah ça, je savais pas ça, tu vois. Enfin, la marque est suisse, La marque. mais Mais, l'équipe était française. ouais. Et bon, Richard Virenque qui était le leader, mais bon, il y avait Laurent Brochard, Laurent Dufaux, beaucoup d'excellents coureurs et qui étaient les principaux rivaux de Jan Ullrich et des Allemands pour la victoire sur le Tour de France. Björn Ries. Björn Ries c'est exact en 96, puis Jan Ullrich en 97, et 98, donc ils arrivent et il y a cette histoire que au moment du Tour de France 98, le soigneur de Festina a été arrêté à la frontière avec des bonnes doses de PO ou de produits. Et donc ils essayent, il y a les premières étapes qui se passent avec cette histoire et notamment ils commencent en Irlande en plus quand ils arrivent en France, t'as la police qui vient arrêter le patron de l'équipe, mais les coureurs continuent de courir Hmm. et ils arrivent au contre-la-montre de Gare de Corrèze et moi ma famille habite, enfin mes grands-parents viennent de Corrèze à 15 km de Gare de Corrèze. Ok. Et donc, du coup, on devait aller voir le Eh contre-la-montre ce oui. jour-là. On va voir le contre-la-montre. Et moi, je me réveille en tant que petit fanboy de Festina. Ah, on va voir les Festina aujourd'hui, truc. Oh là Et non, là. et là, mon cousin me regarde. Il me fait, ah, mais non, les Festina, ils ont été arrêtés. Ils sont en prison. Ah ouais, c'est même pas juste, ils seront pas là, c'est ils sont en prison. Et là, bon, ils étaient pas en prison, mais Oui, tu vois oui. les images. Tu les vois sur un café, dans un café, dans l'arrière-salle d'un café qui est à 10 km. En plus, c'est la Corrèze. Il y a rien à cet endroit-là. Donc, Hmm. tu connais le café à 10 km parce que il est sur le chemin de la gare, quoi. Ah, tu les as vus en Tu... vrai quand même, du coup. Non, je les ai pas vus en vrai, du coup, mais je les vois, les images à la télé en D'accord, tu direct. reconnais. Ouais, c'est ça, Ok. bah, le café, quel seul café, du coup. Et tu les vois avec, et ils sont en pleurs, avec la police autour d'eux, tout Oh ça. là là. Et après, on est allé voir le contre-la-montre, où tout le monde était. Ah, c'est un complot des Allemands pour faire gagner Deutsche Telekom. Ah ouais, c'était la grosse équipe à ce moment-là, je me souviens, Temps Rose, ils dominaient tout, quoi. Et tu t'en es remis parce que pour le coup, enfin, c'était pas aussi précis que ça, mais ça m'avait juste dégoûté du sport en fait, ce sport-là. Je Ouais. me dis mais en fait parce que Bon, après, j'avais 6 ans, donc je pense que tu ouais. comprends pas non plus tous les tenants et aboutissants à cette époque-là. Tu sens il s'est passé quelque chose, mais bon. Là, t'as un cycliste favori actuel ou pas actuel d'ailleurs? Actuel. Mais oui, d'ailleurs, tu me posais une question, pardon, je t'ai coupé sur l'équipe Fessina avant. Bah, mon cycliste favori après, c'était Thibaut Pinot pendant assez longtemps, je pense. Beaucoup le côté Ok, oui, romantique du oui. vélo. C'est un de seuls noms que je connais parce que je vois un peu passer, bah, avec toi notamment, mais pas que. Bah, Camille aussi est pas mal, suit pas mal. Ouais, oui, aussi. Bon, on en parle encore aujourd'hui. Mm. Mais ouais, bah, Thibaut Pinot, il y a un côté romantique. Bon, même si un peu Moby Dick a toujours chassé la baleine, à revenir, se casser un truc, Ouais, revenir, être le meilleur, mais tu tombes malade à 2 jours, puis tu reviens, tu te casses ouais. Il y a un quelques héros coup dans français le comme ça. genou. Ouais, voilà, Ouais, ouais, mais ça fait partie du roman, on va c'est dire. ça. Ah, C'est- t'arrives, ou tu ne
t'atteins jamais le Graal au final. Non, La et chasse. leçon de vie, C'est quand même- ce qui est important, Voilà, c'est pas la destination, c'est le chemin. exactement. Ok, non mais très cool, très cool. Bah écoute, on va s'arrêter là. C'était super Ouais, sympa de t'entendre parler. bah ouais, On a bien merci. discuté. Merci pour l'invite. Et ouais, et du coup, moi je continue de te regarder un peu parler. Justement, je te vois plus quand il y a Tour de France ou des trucs comme ça. Donc c'est cool. Je sais qu'il y a le Tour de France du coup. Et c'est super quoi. Donc content d'avoir parlé avec toi. On te suit. Bonne chance aux Rockets toujours. Bah merci. On espère que là, la saison va être. Ouais, il y a un petit truc à Bonne. jouer, j'ai l'impression. Je suis que de loin, hein, mais de l'impression, il y a un petit truc à Non, jouer. non, mais l'effectif est très beau sur le papier. Mm. Bon, faut voir ce que Kevin Durant va amener à son âge, mais sur le papier, ça reste Ouais, entre guillemets, peut-être le joueur qui manquait. C'est ce qui manquait, un joueur capable de prendre en main, ouais. prendre les choses en main sur les moments les plus compliqués, quoi, et sur les moments les plus chauds en playoff notamment. Donc on va Ah, voir. je pense que ça va être, encore une fois, je suis que de loin, mais une des équipes les plus suivies pour de multiples raisons. La surprise qui se confirme, comment ça va se passer avec Durant, tout ça. Donc je pense qu'il y a une belle, beaucoup d'intérêt pour cette équipe-là cette année et ça va être très intéressant à suivre. Ouais, je pense. Mm. Je pense aussi. Puis Ouais. je pense que ça va être une belle équipe, et j'espère. On Bah verra jusqu'où écoute, ça montera. on se donne rendez-vous en juin pour en Ouais, parler. allez, on espère. Bah écoute Martin, c'était vraiment un plaisir de Allez, t'avoir. Ce pareil. sera un plaisir pour tout le monde de t'écouter. Et du coup, je te dis à bientôt. Allez, salut, à Salut, bientôt. salut.